Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse du Battle Tome Seraphon. C'est assez intéressant puisque cette armée historique, comme beaucoup d'armées justement avec énormément d'entrées, est assez difficile à équilibrer. C'est une armée qui était sous-estimée par le méta international et pourtant très forte. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que t'en attendais et qu'est-ce que t'as eu? Ils avaient des mécanismes d'invocation qui étaient très forts, qui le sont toujours, même s'ils ont été un tout petit peu modifiés. Ils avaient des possibilités d'entrée de jeu sur le champ de bataille à 3 pouces de l'adversaire, etc. Ça a été globalement rééquilibré. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant dans ce nouveau Battle Tome, c'est que contrairement à avant, où on avait vraiment les skins qui surnageaient, alors quand je dis skins, c'est toutes leurs entrées, leurs héros, leurs monstres, et la partie Saurus était vraiment en dessous. Aujourd'hui, ils ont aussi remis les Saurus au goût du jour, ce qui est une très bonne idée, parce que c'est des figurines qui sont aussi emblématiques de leur gamme, et qu'on a tous envie de jouer des gros dinos. Avant de rentrer dans le dur de ce Battle Tome, on va quand même prévenir qu'on va parler du méta et donc que la lecture qu'on va avoir aujourd'hui doit avoir deux écoutes de votre part. La première, c'est le fait de tout simplement avoir l'objectivité de voir qu'un profil peut être fort ou pas et aussi qu'est-ce qui vaut dans ce qu'on appelle le méta, sous-entendu, dans ce qui est joué aujourd'hui. Alors on a des profils qui sont intrinsèquement très forts. Après, ça a toujours été une armée de synergie qui est très importante au niveau des héros et des buffs qu'ils peuvent donner aux unités. Après, on a suffisamment de très bons héros pour avoir des choix à faire, mais on peut concrètement transformer presque n'importe quelle unité en une véritable machine à tuer en lui mettant les bonnes synergies. Donc ça, c'est quand même très positif. Après, au niveau de la méta, ce qu'on peut en dire rapidement, c'est qu'on sort quand même d'une période avec le confinement où on a eu très peu de tournois. Le seul tournoi réellement impactant en France qu'on a eu, ça a été l'E Cup de la OSFF, où la première et la troisième place sont trustées par des Séraphons. Donc on sait quand même que c'est une armée qui est très bonne, même si les joueurs n'avaient pas énormément de recul pour construire leur liste, parce que le Battle Tome est sorti peu de temps avant, ils ont quand même réussi à emmener leur armée deux fois sur le podium. Donc elle a le côté nouveauté qu'on ne sait pas encore comment gérer. Elle s'inscrit dans le méta actuel, où avec la sortie coup sur coup de Tzeentch, des Caradrons, et maintenant des Séraphons, on arrive quand même sur un méta tir blessure mortelle qui fait quand même nettement redescendre les Ossiarques, qui ont dominé le méta à une époque où on était principalement sur du corps à corps, mais c'est globalement une très bonne armée. Pour revenir un petit peu sur le BT au global, on est encore une fois dans le lié d'un très beau livre. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, il mixe, en tout cas pour les conseils de peinture, ancienne gamme et nouvelle gamme, avec justement le mélange de peinture citadelle et aussi de contraste. Donc ça, c'est assez appréciable. On est sur une armée avec principalement des vieux kits, mais à part deux, on est sur quelque chose de très esthétique. Et encore, on va dire à l'ordre du jour, qui en plus permet de faire des armées pour moins cher, puisque les kits sont encore basés pour certains sur d'anciens tarifs et répondront très bien à des méthodes de base type contraste, brossage à sec ou ce genre de choses. Et qui peuvent être très colorées, donc très flatteuses sur une table. Maintenant, pour rentrer vraiment dans ce qui va définir l'armée en termes de gameplay, on va passer aux allégeances. On va avoir une allégeance, on va dire high level, qui va s'appliquer à toute l'armée. Et ensuite, à l'intérieur de celle-ci, on devra choisir entre deux, les stellaires et les cristallisés. La première règle qui va s'appliquer, quelle que soit cette sous-allégeance, va être contemplation des anciens. À la fin de votre phase de héros, vous pouvez choisir un slan ami et remplacer le sort qu'il connaît par un autre du domaine de l'allégeance. Ensuite, on va avoir astérisme sacré. Au début de votre phase de héros, vous pouvez choisir un des astérismes suivants pour être ascendant jusqu'à votre prochaine phase, sous-entendu être sous les bonnes étoiles. À savoir le Grand Drac. À la phase de combat, choisissez un héros Séraphon ami. Jusqu'à la fin de cette phase, vous pouvez ajouter un à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée du héros. Ensuite, on va en avoir un qui ne s'applique pas qu'au personnage, mais à toute l'armée, qui est la monture du chasseur. Ajoutez un au jet de course et de charge des unités Séraphon. Est-ce qu'il faut que je lise le dernier quelque part? Ouais, parce qu'il est important aussi. On va avoir le sceptre du sage. À la phase de héros, choisissez un sorcier Séraphon ami. Vous pourrez jeter un au lancer de sorts et justement d'invocation de sorts persistants. Ou alors, si c'est le tour adverse, tout simplement +1 à la dissipation. Alors le premier est quand même malheureusement encore assez anecdotique, parce que les personnages Saurus sur des grosses montures, on bénéficie d'une amélioration globale de leur profil, mais on n'est pas encore sur les plus gros monstres de corps à corps du jeu. Le deuxième est évidemment extrêmement fort, +1 sur la charge sur toute l'armée, sur des armées qui sont quand même assez agressives, c'est très bon à prendre. Le troisième a son intérêt aussi, parce que les Séraphons, surtout en stellaire, sont vraiment basés sur leur magie. Les Slans sont déjà d'excellents magiciens de base, avec en plus un +1, sachant qu'ils peuvent monter jusqu'à +2, +3, voire +4 quand les planètes s'alignent. Grâce à ça, ça devient très fort. Et pour juste simplement dire un petit mot sur la contemplation des anciens, la plupart du temps, quand on part sur du tournoi, ou même sur de la partie amicale, logiquement, les sorts sont inscrits dans la liste d'armées. Cette capacité-là vous donne une polyvalence extraordinaire de choisir par exemple un sort de gestion de masse, d'affronter une armée qui n'est pas de la masse, et à la fin du tour 1, vous allez chercher les snores de sniping, les sorts de gestion, les sorts de buff. Donc c'est vraiment un bonus très important sur les sorciers, qui leur donne une énorme polyvalence, qui est très important dans le jeu. En tout cas, ces règles-là vont s'appliquer quel que soit son armée à partir du moment où on joue tout simplement Séraphon. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, on va pouvoir choisir une sous-allégeance, cristallisée ou stellaire, qui, à chaque fois, vont aussi nous débloquer l'équivalent des loges, des petites familles dans lesquelles on rentrera, mais ça, on verra ça dans un deuxième temps. Déjà, au niveau des cristallisés, on va avoir sang-froid, ignorer les modificateurs
indicateur positif ou négatif des caractéristiques de bravoure de ces unités. Ensuite, on va avoir guerrier prédateur, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes mâchoires de ces unités. Ensuite, on va avoir domaine primordial à partir du moment où vous avez défini votre territoire. Alors, en gros, les aspects aléatoires des décors ne s'appliqueront que s'ils sont bénéfiques pour vous à partir du moment où c'est dans votre zone. Donc ça, c'est quand même vraiment ta gueule les règles, c'est assez fort. Et enfin, peau écailleuse, soustrait 1 aux dégâts infligés pour chaque attaque réussie qui cible une unité cristallisée jusqu'à un minimum de 1. Alors, des bonnes règles. Les cristallisés, ça s'applique principalement aux Saurus. C'est pour ça qu'ils ont quand même été remontés assez fortement. On verra les stellaires, c'est les Séraphons tels qu'on les connaissait, avec l'invocation, avec la téléportation. Là, vous avez de quoi vous créer de véritables phalanges de guerriers Saurus qui sont très efficaces, parce que réduire de 1 les dégâts qui vont être pris, c'est quand même extrêmement fort, notamment quand on affronte par exemple des Berserkers, Fire Slayer qui sont dégâts 2. Le fait de les passer à dégâts 1, en plus on verra qu'on peut aussi jouer sur leur rend, ça fait des Saurus, des unités vraiment très tanky. Et je pense pas qu'aux Saurus Warrior classiques, les Saurus Knight ou les Saurus Guard deviennent des vraies unités de prise d'objectifs et de terrain. Après, le sang-froid, c'est une règle historique des Séraphons, ne pas modifier leur braverie, sachant qu'ils ont quand même une braverie assez faible. C'est moins bon que ce qu'on va retrouver dans le pendant stellaire, où là par contre, comme ce sera des démons célestes comme ils étaient avant, ils auront braverie 10, mais c'est quand même bon à prendre parce qu'encore une fois, surtout les skins qui ont une faible braverie. Je pense que les skins, on ira plutôt les voir en stellaire. Si on reste sur le cristallisé et le Saurus, c'est quand même un bonus qui est appréciable à prendre si on part sur des pâtés de 40. Et les mâchoires, game, ça fait enfin un truc qui est assez intelligent, parce que vous avez beaucoup de monstres et beaucoup de crocodiles et de lézards et de dragons dans cette armée. Et avant, ils avaient tous une mâchoire différente. Mâchoire gigantesque, mâchoire titanesque. Maintenant, ils ont tous une attaque mâchoire, ce qui fait que tous les mots-clés de buff sur la mâchoire fonctionnent. Et ça, c'est quand même assez sympa, sachant que quasiment tous vos profils Saurus type ont une attaque de mâchoire. Donc les booster toutes sur l'ensemble de l'armée, c'est un bon bonus aussi. Ensuite, on va passer justement à cette deuxième sous-allégeance, à savoir les stellaires. Là, on va retrouver, comme tu as commencé à en parler, insensible, le fait tout simplement d'avoir une bravoure à 10 pour l'ensemble des chartes d'unités. Et aussi, on retrouve le TP, celui qui avait été mis justement dans le manuel du général et plus celui qui était dans le BT originel, avec Seigneur de l'espace-temps. À la fin de votre mouvement, vous pouvez choisir une unité stellaire amie n'importe où sur le champ de bataille et la transformer à travers l'espace et le temps. Le temps, on s'en fout à la limite, parce que c'est un jeu de mouvement. Donc ils arriveront tout simplement à la fin de la phase de mouvement à 9 pouces de toute figurine ennemie. Ensuite, belle modification pour le coup des invocations. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, petite modification de l'invocation, pas sur son mécanisme ni sur son tableau, mais avant, concrètement, quand vous aviez un général Slann, il pouvait sacrifier un certain nombre de sorts pour gagner à chaque fois 3 points d'invocation. Ça a été un peu nerfé dans la génération de points, c'est-à-dire que maintenant, quand vous avez un général Slann, vous pouvez en générer un des 3. Quand vous avez un Astrolith Bearer qui est le porteur de la grande bannière sur le champ de bataille, vous pouvez en générer à nouveau un des 3. Et ensuite, les Slann ou les Oracles Skink, qui ont pris un gros up eux, peuvent sacrifier un seul sort pour gagner un des 3. Donc c'est terminé le G1 Slann qui a 4 sorts, je gagne 12 points direct. Maintenant, il va falloir sacrifier un peu plus de ressources sur différents personnages pour monter au même volume. Donc grosso modo, on va quand même générer un tout petit peu moins de points d'invocation avant. Et à noter aussi que tout comme la téléportation, les invocations arrivent en fin de phase de mouvement, contrairement à avant où elles arrivaient en début de phase ou en phase d'héros, ce qui permettait des tricks qui étaient un peu trop forts et je pense non désirés par Game Workshop. Aujourd'hui, ça arrive comme toutes les autres armées à la fin de la phase de mouvement. Donc petit nerf global de cette mécanique qui était quand même trop forte, mais elle reste très intéressante à jouer. On passe ensuite au trait de commandement. Tout comme les artefacts, vous allez voir que c'est réparti sur 3 familles, les Slann, les Saurus et les Skink. On commence tout de suite pour la partie des Slann, il y en a 3, je vais les dire assez vite. On va avoir puissance mystique, vous pouvez relancer un jet de lancement, de dissipation ou de conjuration pour ce général à chaque phase de héros. Ensuite, vaste céleste qui fait ce général connaît un sort supplémentaire du domaine de domination céleste. Et enfin, mémoire absolue, si ce général fait partie de votre armée et se trouve sur le champ de bataille au début de votre phase de héros sur 4+, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Avoir un sort supplémentaire, sachant qu'on a vu tout à l'heure qu'ils pouvaient changer leur sort, qu'ils ont déjà des bons sorts signatures dans leur War Scroll, et qu'en général, ils vont quand même en sacrifier un pour avoir de l'invocation, surtout si vous jouez en stellaire, si vous jouez en cristallisé, c'est peut-être un peu moins vrai, mais c'est quand même pas le meilleur. Après, la possibilité de générer des points de commandement sur 4+, on l'a déjà dit dans d'autres Battle Tome Review, ça reste quand même extrêmement fort. On verra aussi qu'il y a beaucoup de moyens de générer des points de commandement dans ce Battle Tome, ce qui était déjà le cas avant, mais avant, vous n'aviez pas d'aptitude de commandement pour les utiliser. Maintenant, entre les aptitudes génériques et les nouvelles de vos chartes d'unité, vous avez besoin de génération de beaucoup de points de commandement, donc ça c'est quand même pas mal. Et après, pouvoir relancer un sort quand on se targue d'être en slan et donc le maître de la magie, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Yes, ensuite on va passer au Saurus. On va avoir Fureur disciplinée, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques d'armes de mêlée de ce général. Écaille épaisse, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 contre les attaques qui ciblent ce général. Et enfin, Grand Chef de guerre, si ce général fait partie de votre armée et se trouve sur le champ de bataille, en gros, on vous jettera un dé sur un 4+, on aura de nouveau un point de commandement. Le relancer les 1 pour toucher, sachant qu'on peut l'avoir sur un point de commandement générique, autant générer le point de commandement, comme ça si on en a besoin, on le récupère, c'est quand même pas le meilleur. La relance des 1 sur les sauvegardes, c'est quand même pas mal.
Les héros Saurus sont bons quand ils sont joués en cristallisé. Cristallisé, on aura peut-être un peu moins de magiciens, on n'aura peut-être pas de sort pour lancer un bouclier mystique. Si on veut vraiment synergiser autour de notre gros perso de combat, pour le coup, qui sera par exemple un All Blood sur Carnotaur, ça peut valoir le coup d'aller lui chercher celui-là. Et on termine avec les skinks, avec Maître du rituel stellaire, ajouter 1 au jet de lancement de ce général si c'est un sorcier. Si ça n'est pas un sorcier, alors une fois par round de bataille, il peut utiliser l'aptitude héros des anciens de la charte d'unité des skink priests sans dépenser de points de commandement. Ça, c'est l'aptitude de commandement du plus petit des personnages king qui ne vaut que 70 points, qui permet de rajouter +1 à la touche sur unité amie. C'est donc un bonus très fort. L'utiliser sans point de commandement, c'est vraiment très bon. Yes, ensuite on va avoir agile, ajouter 1 pouce à la caractéristique de mouvement de ce général et ajouter 1 au jet de sauvegarde contre les attaques qui la ciblent. Et enfin, malin, au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un héros ennemi à 3 pouces ou moins de ce général et jeter un dé sur 4+, ce héros subit une blessure mortelle. Alors le dernier est quand même vraiment pas terrible. Faut imaginer le petit. Et on a essayé de le sauver, mais c'était dur. Le deuxième, agile, il n'est intéressant que sur un stégadon. Voilà, donc ça fait un héros skin sur Stégadon qui est agile, mais c'est quand même des bons châssis, donc avoir +1 en mouvement, c'est anecdotique sur eux. Par contre, avoir +1 en sauvegarde, c'est vraiment pas mal. Et donc pour conclure sur les traits de commandement, qui sera général d'une armée Seraphon? La plupart du temps, quand vous jouez en stellaire, vous allez prendre un Slann en général. Maintenant, il n'y a aucun de ces 3 traits de commandement qui est vraiment très très bon. Par contre, les sous-allégeances qu'on va voir tout à l'heure le sont. Et dans ces sous-allégeances, comme souvent, il y a des taxes de traits de commandement obligatoires. Donc je pense qu'on se posera pas trop la question. Par contre, sur la partie cristallisée, si on veut vraiment jouer un général Saurus, encore une fois sur Carnotaur, très burné corps à corps, là ça vaut peut-être le coup d'aller lui chercher un de ces 3 traits, pourquoi pas. Là, tu as parlé des taxes, que ce soit justement au trait de commandement, dépendamment des allégeances qu'on va choisir. Est-ce que finalement, ça va pas être la même chose pour les artefacts de pouvoir? Si, un peu. Il y en a des pas mauvais. Maintenant, les sous-allégeances sont quand même tellement fortes qu'on ira quasiment systématiquement les chercher. En plus, elles orientent votre collection de figurines et votre gameplay. Maintenant, il y a quand même 2-3 artefacts qui valent le coup. Yes, même répartition que tout à l'heure, sauf qu'on va en avoir 6 pour les Slann, 3 pour les Saurus et 3 pour les Skinks. C'est parti pour les Slann, on va avoir Trésor des Anciens, le premier c'est 4 rangs bioniques. Une fois le placement terminé, mais avant le début de la bataille, notez secrètement le numéro du round de bataille. Au début de ce round, relevez cette information et guérissez toutes les blessures allouées au porteur. De plus, au cours de ce round de bataille, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde contre les attaques qui ciblent celui-ci. Celui-là, il est quand même assez mignon. Vous mettrez pas 4 ou 5, vous mettrez 1 ou 2 parce que votre adversaire va focus votre Slann qui est la pierre angulaire de votre armée. Donc il est quand même pas mal pour, par exemple, au tour 2, le guérir. On voit qu'il a un châssis assez correct avec une bonne sauvegarde. Améliorer sa sauvegarde et le guérir complètement au tour 2 si votre adversaire a vraiment commit beaucoup de ressources pour le tuer au tour 1, ça peut être assez intéressant. Surtout quand on peut tirer, par exemple, sans ligne de vue à 30 pouces. Par exemple. Ensuite, on va avoir Lumière de Dracotion. Une fois par bataille, vous pouvez automatiquement dissiper un sort lancé par un sorcier ennemi à 15 pouces ou moins du porteur, ou conjurer automatiquement un sort persistant à la même distance. C'est globalement pas mauvais. Maintenant, les Slann ont déjà la capacité de conjurer sur toute la table, vont pouvoir assez facilement, comme on a vu tout à l'heure, ne serait-ce qu'avec les constellations, avoir des bons bonus en dissipation et en conjuration. Je pense pas que sacrifier un artefact qui est quand même une ressource assez importante pour aller chercher ça soit vraiment pertinent. Yes. Ensuite, on va avoir Prisme d'Amintok, qui fait qu'une fois par bataille au début de n'importe quelle phase, choisissez unité ennemie à 12 pouces ou moins du porteur et jetez un dé. Sur un 1, elle prendra une blessure mortelle, de 2 à 5 des 3 et sur du 6, des 6 blessures mortelles. C'est malheureusement trop aléatoire, avec une portée quand même trop courte pour un Slann qui sera souvent caché au fond, voire au fin fond de sa pyramide. Donc, c'est pas le but pour moi d'un Slann d'avoir ce type d'artefact. Ensuite, on va avoir Larve Dixie, qui est au début de chaque phase de héros, vous pouvez guérir une blessure allouée au porteur. De plus, à votre phase de héros, vous pouvez relancer un jet de lancement de conjuration pour le porteur, et à la phase de héros ennemi, vous pourrez relancer un jet de dissipation. Celui-là, c'est quand même pas si mal, parce que mine de rien, récupérer un point de vie tous les tours, si ça vous permet de tenir un tour de plus, ça vous permet de garder votre domination magique pendant un tour de plus, donc ça peut être pénible pour l'adversaire. En moyenne, on va récupérer 2-3 points de vie avant de succomber, c'est pas mal. Et encore une fois, ça renforce le côté supériorité magique d'avoir une relance supplémentaire. Celui-là est pas si mal. Ensuite, on va avoir Plaque de domination à votre phase de héros. Vous pouvez choisir un héros ennemi à 12 pouces ou moins et visible du porteur jusqu'à votre prochaine phase de héros. Ce héros combattra à la fin de la phase de combat. De plus, si ce héros est un sorcier jusqu'à votre prochaine phase de héros, soustrait 1 à ses jets de lancement. Celui-là, il est vraiment pas mal. Son défaut principal, c'est sa portée qui est quand même somme toute relative. On se rappelle que maintenant, on ne téléporte plus en phase de héros, mais on téléporte en fin de phase de mouvement. Donc, je me téléporte et je fais ça, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut exposer son slan. Ou en optique défensive. Le mec s'est rapproché, tu le fais et tu fais... Par contre, le problème... Mais il faut le faire. D'accord. Sur la Par contre, on voit beaucoup de gros héros aujourd'hui, des Archaons, des Nagash. Les Séraphons n'ont pas ou peu d'unités qui peuvent one-shot ce type de figurine. Par contre, on peut très bien imaginer synergiser plusieurs unités pour être sûr de toutes les tuer. Le problème, c'est que les unités Séraphons sont fragiles. Donc, envoyer par exemple 3 unités sur ce personnage-là, il y en a une qui va taper, va pas le tuer, le personnage va riposter, va tuer peut-être une ou deux de vos autres unités. Le faire frapper en dernier va permettre à toutes les unités de Séraphons de taper avant et peut-être le tuer. Et ça vaut le coup de mettre en place ce type de synergie quand on veut descendre un personnage à 600, 700 ou 800 points. Donc, dans cette optique-là, pourquoi pas. Et enfin, on termine avec Trône des Dieux
perdu, ajoutez 4 pouces à la caractéristique de mouvement du porteur, ajoutez 1 à ses caractéristiques de points de vie. Celui-là est pas mal dans une optique défensive. Encore une fois, votre slan, c'est votre pierre angulaire. Vous avez besoin que votre adversaire ne l'attrape pas. Donc il a évidemment la téléportation, mais assez souvent en stellaire uniquement, encore une fois. Et on n'a peut-être pas envie de le téléporter lui. On peut avoir envie de mettre des unités à portée de tir, ce genre de choses. Les 4 pouces vont lui permettre de rentrer plus vite dans sa pyramide. On verra qu'il y a un placement qui peut être assez gamble. En fonction de là, on va décider de la mettre. Donc pourquoi pas, si on la met au milieu, avoir ça pour aller sprinter plus vite et se mettre à couvert dans la pyramide. Yes, ensuite on passe aux différentes reliques des Saurus. La première, c'est la lame de réalité. Choisissez une des armes de mêlée du porteur, améliorez de 1 la caractéristique de perforation de cette arme. De plus, ajoutez 1 aux dégâts infligés pour chaque attaque réussie de cette arme qui cible un héros. C'est bien pour les Makora, encore une fois, si vous êtes dans l'optique cristallisée avec un gros général sur son Tyrannosaure Rex, pourquoi pas. Maintenant, le problème, c'est que ne serait-ce que dans Mal Important, et les armes génériques que vous avez, notamment celles d'Akshi ou de Giran, vous avez des armes qui sont meilleures que celles-là. Yes, ensuite on va avoir symbole du chasseur alpha. À chaque fois que le porteur combat, après avoir résolu toutes ses attaques, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins de celui-ci, jeter un dé, sur un 1, rien ne se produit, de 2 à 5, elle prendra une BM, et sur un 6, elle en prendra des 3. Anecdotique et très aléatoire. Yes, et enfin, pendentif de rage, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée du porteur si le nombre de blessures allouées au porteur est supérieur ou égal à la moitié de la caractéristique de blessure. Alors, le problème, c'est que pour devenir un peu meilleur, il faut que votre général se soit fait à moitié dézinguer. Encore une fois, pourquoi pas, mais le problème, c'est qu'on a des armes qui sont tellement meilleures en générique ou des artefacts obligatoires dans les sous-alliances qui sont encore une fois tellement meilleurs qu'on n'aura pas de regret de ne pas aller chercher cela. Yes, on passe ensuite justement à Parure du clergé, qui sont les artefacts réservés aux skinks. On va avoir Rectrice incandescente. La première fois que le porteur est tué, avant de le retirer du champ de bataille, jetez un dé. Sur 1 à 3, le porteur est tué. Sur 4-6, le porteur n'est pas tué. Toutes les blessures qui lui sont allouées sont guéries, et les blessures qui lui restent sont annulées. Celui-là, il est vraiment pas mal. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart du temps, vous jouerez avec un des 4 héros skink majeurs, qui sont le Priest, le Starseer, le Star Priest ou l'Oracle. Et vous avez des bons bataillons dans l'armée. Donc vous aurez souvent le droit à un deuxième artefact. Permettre à ces héros totems très importants de rester plus longtemps sur le champ de bataille, c'est vraiment important. Donc vraiment, pourquoi pas aller chercher celui-là. Surtout que c'est toujours ultra rageant, c'est-à-dire que la stat de 4+, est ultra craquable. Ouais. Et là, le mec va s'exposer pour tenter un snipe ou claquer des ressources, et finalement, ça peut ne servir à rien. Et quand c'est sur un petit héros skink à 4-5 PV et qui se tombe assez facilement, ça peut aller. 70 points en plus. Quand c'est sur un troglodyte, qui est quand même un châssis qui est très correct, ça devient plus pénible. Ensuite, on va avoir Cap de Plume, souscrit 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent le porteur. En outre, ajoutez 4 pouces à la caractéristique de mouvement du porteur et celui-ci gagne le mot-clé vol. Et bien celui-là, quand on n'est pas fan de régir sa survivabilité à un craquage de 4+, mine de rien, les skinks sont des héros. Donc à portée d'unité, vous avez déjà -1 pour les toucher à cause d'attention messire. Vous passez à -2, ça leur donne une vraie survivabilité au tir, c'est assez intéressant. Et enfin, on va terminer avec Casque sacré de Stégadon. Ajoutez 1 au jet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent le porteur. De plus, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée du porteur s'il a effectué un mouvement de charge à ce tour. Alors le bonus sur les dégâts de son arme à lui, sachant que c'est pas les plus gros héros de corps à corps du jeu, c'est assez anecdotique. Par contre, combiné à ce qu'on a vu tout à l'heure, on pouvait déjà donner +1 en sauvegarde, là on peut donner à +2. Quand vous avez un Chief Skink sur Stégadon, vous commencez vraiment à avoir un Stégadon très solide. Donc dans une certaine optique, ça peut être intéressant aussi, notamment dans la sous-faction Les Artenaires. On enchaîne maintenant avec ce qui fait l'âme des Séraphons, à savoir la magie. Ici, on va parler justement des domaines des sorts en 2 phases. La première, c'est ceux réservés aux Slan, et l'autre, c'est celle des Skinks. Mais on va aussi avoir les sorts persistants asservis. On va pas rentrer dans le détail. C'est tout simplement la faculté de pouvoir choisir des sorts persistants génériques, les payer 10 points de plus, mais avec la particularité que le joueur qui a l'initiative, si c'est pas vous, il peut pas les bouger. Donc sous-entendu, il y a que vous qui pourront les bouger. Ce qui est très intéressant, en fait, on a vu ça dans City of Sigmar, où ils n'avaient pas de nouveaux sorts persistants à eux, mais ils avaient la capacité de tous les unbond en fonction du territoire dans lequel vous étiez. Ce qui donnait une nouvelle lecture des sorts persistants. Là, c'est pareil, parce qu'en fait, vos sorts persistants prédateurs, il n'y a que vous qui allez les bouger. Ce qui rend beaucoup plus fiable un soleil violet, une burning head ou un Geminid. Voilà. Donc, pour les payer seulement, entre guillemets, 10 points de plus, vous le ferez systématiquement sur tous vos sorts prédateurs. Mine de rien, ça fiabilise beaucoup et ça les rend vraiment meilleurs en magie. Yes. Au niveau du premier domaine, donc ça va être le domaine de domination céleste réservé aux Slan. Le premier, c'est l'apothéose céleste. Il va se lancer sur du 5. On va pouvoir choisir une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins et visible du lanceur. On va pouvoir guérir une blessure allouée à l'unité de plus jusqu'à votre prochaine phase de héros. Souscrit 1 à la caractéristique de bravoure des unités à 3 pouces ou moins de celle-ci. Et si le jet de lancement est 10+, guérissez jusqu'à D3 blessures au lieu de 1. En fait, c'est un petit sort qui est très facile à lancer parce que vous allez voir que les Slan, ils vont très facilement chercher entre +2 et +3, voire parfois +4 pour lancer leur sort. Donc, ils passent quasiment automatiquement. Encore une fois,
Vous ne le prendrez pas en sort principal au début, c'est ce que vous écrivez sur votre liste, mais pourquoi pas en fin de tour se dire que vous avez besoin de guérir un Slann qui va être très important ou une figurine majeure pour votre synergie et tout, pourquoi pas aller le chercher. Sachant que le 10+, est quand même assez facilement atteignable avec les bonus qu'on peut avoir, et guérir encore une fois des 3 points de vie, par exemple, sur un Stégadon qui va être très armuré ou ce genre de choses, ça peut être pénible pour votre adversaire. Donc c'est un bon petit outil qui peut servir. Ensuite, on va avoir Marche entre les royaumes, qui est une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins et visible du lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros. L'unité pourra voler. C'était l'ancienne aptitude de commandement du Slann générique, qui est maintenant passé en sort. Ça reste un bon spell qui peut servir. Yes, ensuite délitement mythique qui a une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez un héros ennemi qui porte un artefact se trouvant à 12 pouces ou moins du lanceur. Ce héros subit des 3 blessures mortelles et vous devez jeter un dé. Sur 5, ce héros ne porte plus l'artefact. Alors avant, ce sort, quand il est sorti dans le manuel général, il se lançait sur du 8. Donc maintenant, il est plus facile à lancer et les Slann ont gagné d'énormes bonus au lancement. Ça, c'est un très bon sort. 2 sniping sur les héros et en plus, on connaît quand même un certain nombre d'artefacts qui sont très importants. Les totems anti-magie, par exemple, des Fire Slayer. Le vol de minuit. Le vol de minuit, l'amulette éthérée. Voilà, il y a beaucoup de choses. À partir du moment où vous les cassez, ça devient très fort. Donc, aléatoire le côté jeu casse sur 5+. Par contre, le D3 mortel, on est quand même assez content de le prendre. Ensuite, on va passer à Équilibre Céleste, qui est une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, jusqu'à votre prochaine phase de héros, ajoutez 1 au jet de lancement et de dissipation et de conjuration pour les sorciers amis autres que le lanceur. Là, celui-là, il est pas mal quand vous avez plusieurs sorciers, parce que le Slann va sacrifier un de ses sorts, il va donner +1 pour tous les copains. Sachant que les copains peuvent avoir des artefacts ou des traits de commandement qui leur donnent déjà +1, la constellation qui donne +1, on voit, c'est comme ça qu'on peut atteindre le fameux +4 en fait. Le +3 est assez facile. Après, il faut avoir un Slann qui se sacrifie, c'est 260 points un Slann, donc c'est quand même assez cher cette combinaison-là. Mais si vous avez un Slann et Croak, par exemple, que vous êtes un joueur sans âme, vous pouvez utiliser votre Slann pour lancer ce sort-là, pour que Croak ait encore un +1 pour lancer ses sorts dévastateurs derrière. Ensuite, on va avoir Totem Stellaire, qui est une valeur de lancement de 8. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 24 pouces ou moins du lanceur. Jetez un dé pour chaque figurine de l'unité. Sur 5, ça sera une BM. Bah, c'est quand même un très bon sort de gestion de horde. 8, c'est beaucoup, mais avec tous les bonus qu'on a vus, il passera quand même relativement souvent sur du 5-6, donc c'est quand même assez correct. La portée est très bonne, sachant qu'en plus, on verra que les Slann n'ont pas de problème pour lancer leurs sorts, parce qu'ils peuvent les lancer à travers les prêtres stink. Donc c'est un très bon outil de gestion de masse, comme il y a quand même encore un certain nombre de masses dans le méta, notamment les Mortec ou les grosses unités d'horreur. C'est bien d'avoir un outil pour les gérer. Et enfin, Drap de Magie, qui a une valeur de lancement de 9. Si lancé avec succès, tous les sorts persistants à 24 pouces ou moins de ce lanceur qui ne sont pas asservis sont conjurés. C'est pas mal. Je pense qu'il est vraiment sympa pour le côté nous sommes les maîtres de la magie. Maintenant, j'ai quand même du mal à voir quelles armées aujourd'hui dans la méta actuelle multiplient les sorts persistants à part quelques builds, on va dire, gobelins ou ce genre de choses qui justement s'en servent pour bloquer les gens. Aussi. Slanesh aussi, mais tu ne bloques pas les séraphons. Entre leurs possibilités de vol, leurs possibilités de TP, leurs possibilités d'invocation, c'est pas forcément dans cette armée-là qu'on aurait aimé avoir ce type de sort. C'est juste un baisse les yeux. Voilà. Mais c'est un baisse les yeux, voilà. Il est assez sympa de le prendre. Et encore une fois, c'est un outil supplémentaire. Vous le prenez pas au début. Et si dans une partie vous en avez besoin, vous avez la possibilité d'aller le chercher. Yes, on va maintenant passer au domaine de la manipulation céleste qui est réservé aux skinks. Le premier, c'est Harmonie Céleste. Il est une valeur de lancement de 5. S'il est lancé avec succès, choisissez unité amie entièrement à 18 pouces ou moins et visible du lanceur. Jusqu'à votre prochaine phase, n'effectuez pas les tests de bravoure pour l'unité. Et si le jet de lancement est 10 ou plus, choisissez toutes les unités amies à 18 pouces ou moins et visible du lanceur au lieu d'une seule. Bah, il est vraiment pas mal dans une optique cristallisée où vous allez avoir besoin de vos points de commandement pour utiliser les aptitudes de vos personnages totems pour buffer vos unités. Et comme vous avez uniquement la règle sang-froid, mais vous n'avez pas la règle qui vous permet d'avoir braverie 10, l'immunité sans avoir à dépenser de points de commandement, c'est vraiment pas mal pour un petit sort à 5. C'est ça, ouais, c'est ça qui est bien. Ensuite, on va avoir Main de Gloire qui est une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins et visible du lanceur. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques qui ciblent cette unité. Là, c'est l'inverse. Ouais, et encore une fois, c'est vraiment pas mal parce qu'on a quand même des unités qui tapent très fort ou qui tirent très fort. Je pense notamment aux salamandres ou aux caméléons. Leur faire relancer les 1, encore une fois, sans claquer de points de commandement, c'est vraiment bien. Ensuite, on va avoir Étendre l'Astromatrice. En gros, c'est une valeur de lancement de 6 et tous les décors à 18 pouces voient leurs règles annulées, à partir du moment où c'était des règles de paysage négatifs. C'est assez intéressant. Les règles des décors sont globalement assez souvent peu utilisées. Maintenant, il y en a qui peuvent être très pénalisantes. Sachant qu'on va quand même beaucoup jouer avec les décors. On verra le décor signature des séraphons joue aussi beaucoup avec les effets de décor. Encore une fois, alors celui-là, vous n'avez pas la possibilité de le choisir, parce qu'il est malheureusement pas sur un Slann, il ne fait pas partie du domaine des Slann. Donc le prendre au début, sachant qu'on vient déjà de voir 2 très bons sorts utilitaires, pas forcément. Maintenant, dans un tournoi ou dans une partie où vous savez que vous allez utiliser les effets des décors, pourquoi pas. Yes, ensuite on va avoir Convocation Ardente, il va passer sur un 6, on va pouvoir justement choisir une unité ennemie à 18 pouces et jeter un dé à la fin de chacune des phases qui vont suivre. Et en gros, si le jet de dé donne 6, alors elle prendra D3 blessures mortelles à chaque phase. Ouais.
C'est un petit dot assez pénible à mettre sur une unité si on arrive à la placer assez rapidement avec un Hero King par exemple un peu en avant-garde qui va réussir à la mettre sur une unité, notamment un petit personnage totem, etc. Il y a des chances qu'il meure au fil de la partie, ça vous oblige pas à utiliser des ressources pour le gérer. C'est assez aléatoire, mais sur l'ensemble des phases d'une partie qui dure 5 tours, ça va tuer votre cible si vous ciblez un personnage entre 5 et 6 PV en statistique. Donc c'est quand même pas mauvais. Yes. Ensuite, on va servir un sort persistant qui est une heure de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez un sort persistant à 18 pouces ou moins et visible du lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros. Ce sort persistant a le mot-clé asservi. Sous-entendu, il n'y a que vous qui pouvez le bouger. Voilà, ça vous joue contre Halo Heart, il aime vraiment pas ce genre de choses. C'est quand même vraiment pas mal, sachant qu'en général, vous avez un sort persistant prédateur en face qui vous gêne vraiment. En prendre le contrôle, sachant que les vôtres ne peuvent pas être contrôlés par vos adversaires, vous avez une vraie domination de la phase de magie. Celui-là, il est vraiment pas mal. Il y a suffisamment de sorts persistants aujourd'hui dans la méta pour qu'on ait quand même envie de le jouer, quitte à parfois ne pas en affronter et avoir utilisé entre guillemets un sort pour rien. Il est quand même assez polyvalent, je l'aime beaucoup celui-là. Yes. Et on va finir avec Nuée de Serpent qui est une verre de lancement de 8. Si lancé avec succès, choisissez unité ennemie à 12 pouces ou moins du lanceur et jetez un nombre de dés égal au nombre de figurines choisies. Pour chaque 5+, ça sera une même. Une deuxième gestion de horde. Donc en fait, si vous avez le slan qui a ça et le skink qui a ça, alors du plus dur à lancer sur un skink, plus courte portée. Mais encore une fois, vous avez deux gestions de horde à 5+, sur des hordes à 30-40 figurines, comme on en voit encore pas mal dans la méta. C'est vraiment pas mauvais. Le fait d'avoir cette option et sur le slan et sur le skink fait que vous pouvez vraiment asmater une grosse horde. En lui passant par exemple 2 fois le sort dans la phase, ça lui fait vraiment très mal. On a fini avec les sorts, et là on va passer justement au décor, qui a fait pas mal de bruit quand il était sorti, en tout cas quand il avait été un petit peu leaké là-dessus. Il va se positionner à la même manière que le décor des Osiarques, sous-entendu, c'est plus fort que le reste du monde puisque c'est avant le placement des éléments de terrain. Sous-entendu, vous arrivez sur une table où il y a 0 décor, vous le mettez où vous voulez et les restrictions des décors s'appliqueront après. Et même en tournoi, c'est ta gueule, je veux le bouger, je veux mettre ma pyramide. La seule restriction, c'est à plus de 6 pouces des objectifs, ce qui est logique quand on voit ce que fait le décor, mais il est vraiment pas mal, notamment au niveau de son placement. Après, il y a deux optiques. Soit on le pose au milieu en se disant, quel que soit mon bord de table, je saurai où il est. Soit on prend le pari de le mettre sur un bord de table, sachant que si on a le choix du côté, c'est extrêmement fort de l'avoir dans son camp. Ça dépend des optiques de joueurs. On va dire, les trouillards ou ceux qui n'ont pas envie de parier vont le mettre au milieu, moi. Et ceux qui sont un peu plus gamble, ils vont essayer de le mettre sur un côté, de faire 6 sur le jet de dés et de choisir ce côté-là. Ce qui donne un énorme avantage. Donc ça dépend de votre optique de jeu. Et ils feront 6. Sinon, t'entendras un coupé. Au niveau de ces règles, déjà, ça va être traité comme une garnison dans laquelle on va pouvoir mettre 20 figurines maximum. Donc déjà, très bon point. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles de la garnison ? Les règles principales d'une garnison, c'est le fait que vous avez -1 pour toucher quand vous êtes dans la garnison et que vous avez +1 en sauvegarde. Ce qui permet quand même d'avoir, par exemple, des Saurus Guard ou même un Bastiladon, parce qu'on peut mettre un Bastiladon là-dedans, et surtout les Hero Skink et les Slans, qui vont devenir beaucoup plus tanky à l'intérieur, en bénéficiant d'un -1 pour être touché supplémentaire. Le défaut, c'est que tout le monde peut taper sur les unités qui sont dedans, même s'ils touchent un coin du décor qui est quand même assez énorme, mais les avantages sont nettement contrebalancés par ça. Ce qu'il faut voir aussi, c'est comme je viens de le dire, le décor est très gros, et va faire un vrai bloquant pour les lignes de vue, pour votre slan ou vos tout petits skins qui seront cachés derrière, c'est vraiment pas mal. En plus d'être une garnison qui est déjà une très bonne règle, on va avoir comme règle de paysage déchaînement de pouvoir, c'est la seule qu'il va avoir. Il va pouvoir choisir un élément de terrain sur la table et jeter un dé. Si jamais il est à moins de 18 pouces de lui, donc de cette petite pyramide, on aura +2, ça sera donc sur du 2+. Les unités à côté de cet élément de terrain prendront des 3 blessures mortelles. Ensuite, si on est à plus de 36, ça sera sur du 6. Et de façon standard, ça sera sur du 4. C'est quand même vraiment très fort de rajouter du sniping à la blessure mortelle en ciblant des décors. On a assez souvent des décors qui sont assez beaux et assez imposants. Donc des unités à 3 pouces de ces décors-là, il y en a quand même beaucoup. Notamment tous les héros qui essaient de se cacher derrière pour bénéficier d'un couvert ou pour simplement occulter la ligne de vue du joueur en face. Donc pouvoir les sniper à distance sans les viser eux, mais en visant le décor. Et de façon gratuite. Et de façon gratuite. Pour 50 €, mais ça c'est autre chose. Sachant qu'il est quand même gros et que placé au milieu de la table, vous avez quand même beaucoup des autres décors qui vont être à 18. Donc ça va être souvent sur du 2+. Donc du sniping à D3 de mortel sur du 2+, c'est bien meilleur que le sniping de la tour des Osiarques. Donc c'est quand même un décor qui se place à peu près au niveau du Nexus, Osiarque. On passe ensuite à ce qui va quand même clairement booster son armée, c'est le fait de choisir son os, sa sous-allégeance. C'est complètement gratuit, ça n'implique rien si ce n'est d'en choisir une. On va commencer par les deux qui sont liés justement à la sous-allégeance stellaire. On commence par la queue du Dracothion. Ça va débloquer comme aptitude apparaître sur ordre. En gros, vous allez pouvoir au moment de votre déploiement placer pour chaque unité sur le terrain une unité en Dracophion, et celle-ci arrivera à la fin d'une phase de mouvement à 9 pouces de toute figurine. C'est ce qu'on appelle hockey fort. Ouais, c'est ok très fort. En fait, avant, c'était un méga bataillon. Aujourd'hui, donc, qui coûtait quand même assez cher en termes de taxes de points investis dans les bataillons qu'il composait et dans le bataillon lui-même. Aujourd'hui, c'est une sous-allégeance gratuite pour un bonus qui est quand même très fort.
c'est vraiment pas mal. Yes. La seule contrepartie, c'est en gros que on va être obligé d'aller chercher un trait de commandement pour son slan, à savoir savoir ancien. Ce général connaît un sort supplémentaire du domaine. De plus, vous pouvez relancer un jet de lancement, de dissipation ou de conjuration. Bah, c'est une fusion de deux des traits génériques qu'on a vu. Donc le sort en plus, c'est anecdotique. La relance, encore une fois, ça met votre main mise sur la phase de magie, c'est pas mal. Et enfin, l'artefact aussi obligatoire, c'est pendentif du dieu animal. La première fois que le porteur est tué, on jettera un dé. Sur 1, 2, 3, il l'aura dans le cul. Sur 4, 5, 6, c'est toi qui l'auras dans le cul, puisque celui-ci se relèvera avec tous ses PV. Concrètement, c'est exactement la même chose que l'artefact qu'on a vu, seulement là, c'est sur un slan au lieu d'être sur un skink. Donc c'est quand même vraiment très fort. Donc encore une fois, comme tu disais, c'est des taxes avec des gros guillemets, parce qu'on est content de les prendre. Et ça induit vraiment un gameplay très multiple spawn unit, où vous allez prendre 3 salamandres et mettre 3 salamandres en réserve. Vous allez prendre une unité de chevalier Saurus et mettre une unité de chevalier Saurus. Donc au début, vous jouez avec peu de force et après vous les faites arriver où vous voulez sur le champ de bataille. Donc vous dictez quand même beaucoup la partie. Un des défauts des Séraphons, c'est de ne pas avoir de bataillon très efficace qui permet de réduire beaucoup leur nombre de pauses. Ce qui peut vous exposer à une alpha strike de l'adversaire qui prendrait le torrent et vous ferait vraiment très mal. Ça vous permet de protéger la moitié de votre armée en la laissant dans les étoiles. C'est quand même vraiment pas mal au niveau du gameplay, de ce que ça apporte en contrôle de table, etc. Il est vraiment bien pour ça, celui-là. On passe ensuite au deuxième host, toujours en stellaire, c'est le Croc de Sotek. À savoir que l'aptitude, c'est premier au combat, ajouter 3 pouces à la valeur de mouvement des unités au premier round de bataille. Déjà, ok. C'est très très fort. Et ensuite, et surtout, aptitude de commandement, tirer et fuir. Tirer et fuirez, comme ils diraient ces petits lézards. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la fin de la phase de charge ennemie. Dans ce cas, choisissez une unité de Skink Crow ou de Caméléon Skink de votre armée entièrement à 18 pouces ou moins du héros, donc c'est quand même une grosse bulle. L'unité choisie peut tirer, puis une fois les tirs résolus, jeter un dé sur un 4+, elle peut faire un mouvement normal. Alors, à noter, bon, c'est extrêmement fort. Ça peut être potentiellement un peu frustrant en fonction des 4+ que vous allez faire ou que votre adversaire va faire. À noter que ça a un tout petit peu été modifié par la FAQ qui est tombée. Ce n'est plus à la fin de la phase de charge, c'est quand une unité vous a chargé. Donc si vous enchaînez les coups de bol, un gars vous charge, vous lui mettez un tir de contre-charge. On va voir qu'il y a certaines unités éligibles à cette aptitude, notamment les skins caméléons, ils vous contre-chargent avec des M16. Donc si vous arrivez à survivre à ça, que le mec fait un 4+ et se barre, que vous voulez quand même les tuer et que vous chargez avec une autre unité, vous pouvez vous reprendre une salve de contre-charge et ils peuvent encore sur un 4+ se rebarrer. Donc c'est très fort en termes de gameplay, ça apporte beaucoup d'intérêt. Par contre, ça peut créer de la frustration avec une unité qui vous fait extrêmement mal et que vous n'arrivez jamais à capturer. Non, t'inquiète, excuse-moi, mais en fait, il y a quand même des compensations. Les artefacts obligatoires te permettent de gagner un point de commandement sur du 3+, et non sur du 4 comme avec ce générique. Voilà. Pardon, excuse-moi, je t'ai... Voilà. En fait, Sotek, c'est le Petrifex des Séraphons. C'est moins brutal quand on le voit que plus 1 en sauvegarde, moins 1 en reine. Mais sur la table, c'est quand même vraiment très fort. Le +3 en mouvement vous donne un contrôle map au début de la partie qui est quand même assez exceptionnel et qui vous permet de faire beaucoup de combinaisons très intéressantes, notamment 2 unités de salamandre ou 2 unités de tireurs. Enfin, les salamandres, vous verrez, c'est très fort, mais 2 unités de tireurs. Il y en a une, je vais la téléporter. On est en stellaire, donc on a une téléportation. Et l'autre, qui a une portée relativement courte, avec ses 3 pouces de mouvement supplémentaires, elle va être à portée de tir aussi. Donc ça vous permet de mettre toutes vos unités à portée de tir, notamment les skins ou les skins caméléons qui sont très synergisables, qui peuvent mettre une pluie de mortelle à distance. Plus de poules. Et que vous n'arriverez pas à capturer. Voilà, donc cette intelligence est vraiment très bonne. Pour conclure, sur le trait de commandement, il faut rappeler que c'est un général Saurus. Ça veut dire qu'on a quand même comme moyen de contournement, même si on est un peu con et qu'on voudrait prendre celui avec 4+ et tout, en générique là, on peut le pallier en mettant un général, quelqu'un qui n'est pas Saurus. Si on met un Slan ou autre chose. Ouais, ou si on n'a pas envie de jouer de Saurus en stellaire, on récupère le droit d'aller choisir un trait de commandement. Alors il n'y en a pas tellement des meilleurs que celui-là, sachant qu'en général, on va avoir un Saurus Astrolite Bearer dans ce type d'armée. Par contre, est-ce qu'on a envie d'en faire le général ou pas et de perdre l'invocation potentielle du Slan? Pas sûr. Donc il est, comme tu as dit, plus fort que les génériques. Mais heureusement qu'il est sur le Saurus, parce que tu aurais pu le mettre sur le Slan, ça aurait été vraiment trop fort. Là, ça t'oblige à faire un choix entre un point de commandement un peu plus facile ou mes des 3 points d'invocation. Ça se discute. Ensuite, l'artefact, c'est la dague du dieu serpent. Choisissez une arme de mêlée du porteur. À la fin de n'importe quelle phase, si au moins une blessure a été infligée, on va jeter un dé et sur un 5, le blessé est tué. J'ai mal à ma Morati sur ce genre de choses. En fait, ça transforme un prêtre skink à 70 points en une menace létale potentiellement pour Archaon, Nagash, Morati, Teclis, qui va bientôt arriver. Donc, c'est vraiment... Pas Teclis. Quoi? Pas Teclis. Pourquoi pas Teclis? Parce que pas Teclis. Si, Teclis. C'est quasiment gratos. En fait, vous aurez des petits personnages kink qui, une fois qu'ils auront fait leur boulot de totem, pourront en plus devenir des menaces extrêmement dangereuses. En fait, les seuls personnages qui avaient cette règle avant, c'était quand même les seigneurs de cornes avec leur hache noire, quoi. Et là, tu donnes ça à un petit prêtre skink. Là, t'as envie de le faire ton... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le I vient de là. Et franchement, cet artefact, qui ne synergise absolument pas le reste de l'armée, te donne juste une optique de jeu qui permet de gérer une figurine à 800 points sur un 5+, c'est quand même une chance sur 3,
avec un guignol à 70 points. C'est peut-être trop fort. On passe ensuite aux 2 sous-allégeances pour cristalliser. La première, c'est la griffe de Coalt. C'est vraiment basé sur les Saurus, qui débloque l'aptitude sauvagerie incarnée, ajouter un au jet de touche pour les attaques des unités Saurus qui ont effectué un mouvement de charge à ce tour. Bon, c'est quand même un bon bonus, mine de rien. C'est pas ce qu'il y a de plus fort dans cette sous-allégeance-là. Mais si vous prenez ça, vous allez jouer beaucoup de Saurus. Franchement, c'est pas mauvais. Yes. Ensuite, en aptitude de commandement, on va débloquer Fureur contrôlée, qui s'utilisera au début de la phase de combat. Dans ce cas, choisissez une unité Saurus ami entièrement à 24 pouces ou moins du héros. L'unité choisie comme ayant effectué un mouvement de charge à ce tour en ce qui concerne l'aptitude ci-dessus. Ouais, donc en fait, ça c'est le genre de mécanisme que j'aime pas. C'est-à-dire, vous avez une bonne règle générique et vous avez une aptitude de co qui pallie aux défauts de la règle générique. Autant leur mettre directement plus en attaque tout le temps et leur donner une vraie aptitude de co. Mais ça reste quand même pas mauvais. Ensuite, au niveau du trait de commandement obligatoire, encore une fois, ça ne s'appliquera que si le général est un Saurus. Ça sera prédateur dominant. En gros, à chaque fois que le Saurus utilisera une aptitude de co, on jettera un dé sur un 4+, on lui rendra un PC. C'est quand même pas mal parce que cette sous-allégeance-là est basée sur des grosses phalanges de guerriers Saurus qui sont des bons profils corrects, qui valent leur coup en points, qui avec les différents petits bonus qu'on a vus, le plus une attaque quand ils chargent ou pas, le fait de réduire les dégâts qu'ils subissent de 1, vont être quand même assez tankés. Maintenant, pour les rendre vraiment très corrects, il va falloir synergiser plusieurs aptitudes de commandement. Donc récupérer des points de commandement sur l'une d'entre elles, sur du 4+, c'est quand même assez fiable, c'est pas mal. Yes, au niveau de l'artefact, même principe, c'est-à-dire que c'est un artefact obligatoire, mais qu'on donnera seulement à un Saurus. Ça va être l'âme d'éviscération. En gros, à chaque jet de touche de 6 non modifié, alors en plus des blessures habituelles, on fera 2 BM. Alors, la plupart du temps, ces artefacts-là rajoutent une BM, ce qui est assez anecdotique. Là, 2, on commence quand même à causer. Donc encore une fois, si on veut faire un All Blood sur Carnotaur, lui mettre ça, ça va quand même lui donner un impact un peu plus correct. C'est pas mal. Yes. Ensuite, on passe à la sous-allégeance, les lézards tonnerres. Ici, ça va s'appliquer au gros monstre. Ça va débloquer comme aptitude grande bête de guerre, ajouter 2 à la caractéristique de point de vie des monstres. Alors ça, c'est quand même une bonne règle qui va vraiment induire votre gameplay, à savoir que quand vous jouez des Stégadons dans cette sous-allégeance, ça devient des lignes. Donc on peut se faire une armée avec que des monstres, des héros skins sur Stégadon, des machines des dieux, des Stégadons en ligne et des Bastiladons. Alors, les Stégadons, c'est quand même déjà tanky. Le Bastiladon, c'est un char d'assaut qui a un plus de sauvegarde. Quand en plus vous commencez à leur rajouter 2 PV, ils deviennent vraiment très durs à tomber. Donc c'est une vraie bonne règle très intelligente qui permet de renforcer votre horde de monstres, parce que eux n'ont pas, par exemple, comme les ogres, le fait de compter comme plusieurs figurines sur les objectifs, etc. Vous pouvez quand même en aligner 6, 7 ou 8. Voilà, parce qu'à noter aussi que quand votre Stégadon, qui est un behemoth, est pris en ligne, il n'est plus un behemoth. Donc vous pouvez dépasser la limitation de 4. Donc vous pouvez jouer par exemple 4 Stégadons en base, 2 héros, des Bastiladons, etc. Donc c'est une vraie bonne règle. Yes, au niveau de son aptitude de commandement, ça va être trésor technologique des anciens. En gros, c'est un Bastiladon, elle pourra tirer 2 fois, et si c'est un engin des dieux, alors vous pourrez effectuer un test de machine cosmique pour elle, même si vous l'avez déjà fait à cette phase. Ah, c'est très très fort. En fait, comme vous avez une armée élitiste avec très peu de figurines, il faut que les règles de cette sous-allégeance les synergisent au maximum. Et ben là, doubler leur létalité au tir pour des unités qui tirent quand même vraiment fort, ou doubler les effets assez sympathiques que peut avoir la machine des dieux, même s'ils sont plus aussi game breaker qu'ils ont pu l'être dans l'édition précédente, c'est quand même vraiment bien. Sur un Bastiladon, qui est quand même déjà une bonne arme de tir, bien synergisé, si en plus vous affrontez des démons, ça fait des cratères terribles dans son armée. C'est une vraie bonne aptitude de commandement. Au niveau des traits de commandement, alors c'est dans la lignée, mais c'est aussi contournable, puisque en gros, il faut là que le seigneur de guerre soit un monstre pour qu'il ait à choisir ses traits de commandement. Ça sera en gros ajouter à la caractéristique d'attaque des armes de la monture de ce général. Encore une fois, c'est vraiment dans le thème de l'allégeance. Il n'y a pas tellement mieux ailleurs. Encore une fois, si on veut se faire son général skin sur Stégadon, ce genre de choses, c'est quand même pas si mauvais. Les Stégadons cognent correctement. Pourquoi pas? Yes, l'artefact, ça sera pour le coup sur n'importe quel héros, c'est le fusil de conflagration. En gros, en phase de tir, on va choisir une unité ennemie à 12 pouces ou moins invisible du supporter, puis jeter un dé. Sur un 1, dans ton cul, il enrayé, tu ne pourras plus l'utiliser jusqu'à la fin de la game. Ensuite, de 2 à 3, rien ne se passe, 4, 5, des 3 blessures mortelles, et sur du 6, des 6 blessures mortelles. Très aléatoire. Maintenant, c'est une taxe acceptable, sachant que les règles sont globalement très satisfaisantes pour cette sous-allégeance-là. Tant pis. On a fait le tour des aptitudes d'allégeance, qu'elles soient high level ou au contraire plus affinées, et on se rend compte que globalement ça résume un petit peu ce que tu avais dit au début de cette analyse, c'est le fait que dépendamment de son optique de dureté, on va trouver des armes, mais on peut être très très dur. C'est quand même très sympa qu'ils aient pensé à nous donner une sous-allégeance pour les grandes manières de jouer l'armée. Vous voulez jouer une horde de dinosaures, vous avez les lézards tonnerres. Vous voulez jouer des grosses phalanges de guerriers Saurus, ce qui est l'ADN quand même d'une armée d'hommes lézards à l'époque de Battle. Vous avez la possibilité de le faire. Après, dans les stellaires, qui sont les anciens Séraphons avec la TP et l'invocation, vous avez la queue de Dracotion qui vous permet tous les tricks de mouvement au début de tour. Et après, vous avez le Croc de Sotek qui est actuellement, aujourd'hui, par le mouvement supplémentaire qu'elle te donne, et la violence des unités de skink au niveau des synergies, le fait que tu ne puisses ne pas les choper au corps à corps, c'est vraiment très fort. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont faibles. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est quand même un peu au-dessus, mais ça on a
malheureusement assez souvent l'habitude dans les Battle Tom où il y a toujours une ou deux sous-agences qui surnagent, Petrifex ou le Duplicitous Host en cinch. Là, vous avez quand même les gros de Sotek qui semblent aujourd'hui un peu au-dessus. Mais les autres restent très corrects. Une horde de Bastidanon avec plus de PV qui tire 2 fois tous les tours en lézard tonnerre, c'est pas rigolo non plus. Donc vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir et jouer pratiquement toute votre collection. Il n'y a aucune unité qui a réellement été oubliée dans ces 4 sous-agences, sauf les Croxigor. On a fait le tour de l'ensemble des aptitudes d'allégeance. On va enfin pouvoir rentrer dans le dur du Battle Tom, dans le gras, on va dire, puisque là, on va commencer justement par un personnage générique. C'est le Slann Star Master. Il vaut 260 points. Il va un petit peu automatiquement mis en comparaison justement avec Croak derrière. La comparaison est difficile, mais plutôt 1 ou 2 finalement. Ouais, c'est ça. En fait, la comparaison, il la perd avec Croak. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on n'aide pas Croak avec un autre crapaud obèse? Pourquoi perdre son pote? C'est ça. Au niveau de son mouvement, ça va bouger de 5. Il a 7 points de vie, une bravoure à 9 et une sauvegarde à 4. Il est équipé de petits éclairs azurés qui à 3 pouces vont faire 6 attaques en 4+3+, raid -1 dégâts. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Puisqu'il n'est pas là pour ça, le tonton. Mais mine de rien, il a quand même un châssis qui est correct. Parce que 7 PV et save à 4 en termes de tanking, quand on le planque dans sa pyramide, il passe quand même à save à 3. Plus il peut avoir des gardes du corps, c'est pas mal. Mais comme tu as dit, c'est pas pour ça qu'on le prendra. Plusieurs choses. Déjà, avec la règle vassal magique, il peut lancer ses sorts depuis la ligne de vue et depuis la portée des autres skins sur le champ de bataille. Donc concrètement, il pourra lancer ses sorts combinés à la téléportation possible en stellaire où il veut sur la table. Ça tombe bien parce qu'il peut aussi dissiper où il veut sur la table et conjurer où il veut sur la table. C'est quand même plutôt pas mal. Et il a un +1 natif pour lancer ses sorts. Déjà, de base. Ensuite, on parlait tout à l'heure de beaucoup d'aptitudes de commandement et donc il fallait générer des points de commandement. Ça tombe bien, il jette 2 dés au début du tour et sur chaque 4+, il en génère un comme un grand. Donc il va vous en générer statistiquement un par tour. Ce qui est quand même plus que correct. À côté de ça, c'est quand même un sorcier de niveau 3, qui peut, on le rappelle, choisir un sort du domaine et en changer à chaque tour, qui va connaître les sorts classiques, plus le très très bon appel de la comète. Yes, celui-ci passe sur du 7. Si lancé avec succès, vous pouvez choisir jusqu'à D3 unités ennemies différentes n'importe où sur le champ de bataille. Chaque unité choisie subit D3 blessures mortelles. Si le jet de lancement était 10 ou plus, choisissez jusqu'à D6 unités pour prendre des D3 mortels. Ah, c'est très fort. C'est n'importe où sur la table, et la plupart de ces effets-là, c'est sur 4+, ou sur 2+. Lui, c'est automatique, D3 mortels. Le 10 est quand même assez facile à aller chercher. On voit qu'il a +1 de base. S'il y a un autre Slann à côté qui a lancé le sort, il va encore avoir son +1. On verra qu'avec la bonne constellation, il a +1. L'astrolite va encore lui donner +1. +4, donc sur un 6+, tu vas te choisir D6 unités. Elles vont prendre D3 mortels. En termes de sniping, des héros totems en face, sachant qu'aujourd'hui la méta est quand même beaucoup basée sur des héros totems plus que sur des héros corps à corps, à moins d'aller chercher des énormes persos qui eux souffriront peu de ça, c'est quand même vraiment très fort. Ils souffriront peu de ça, mais ils arriveront sur des paliers dégressifs alors qu'ils ont même pas impacté les pauvres garçons. Et en plus de ça, il a une bonne aptitude de co. Yes, Don du Ciel est une aptitude de commandement qu'on va claquer au moment de la phase de héros, qui va durer jusqu'à sa prochaine phase de héros et qui va permettre à une unité à 18 pouces ou moins d'avoir le mot-clé vol et aussi +1 sa sauvegarde à la phase de tir. Bah, c'est quand même le +1 à sauvegarde qui est vraiment très sympa. En fait, les Séraphons avaient avant une règle sur quasiment tous leurs boucliers qui leur faisait ignorer la reine -1. Cette règle a été perdue. À côté de ça, ils ont gagné une amélioration de leur sauvegarde, sachant qu'on peut en plus leur ajouter +1 en sauvegarde contre le tir, et qu'on verra qu'il y a un des héros skins qui peut encore leur améliorer leur sauvegarde. Donc on peut assez facilement avoir des Saurus très tanky, à save 2+ ou 3+, ce qui est quand même vraiment très appréciable, qui est une optique de jeu qu'on n'avait pas avant. Avoir le vol, c'est pas si anecdotique que ça, notamment sur des gros pâtés de Saurus ou des gros monstres qui vont être bloqués derrière un décor et qui vont sortir au dernier moment. Avant, c'était à toute l'armée. Maintenant, c'est une unité à 18, mais à côté de ça, elle gagne son +1 en sauvegarde, sachant qu'il génère, lui, un point de commandement. L'aptitude est quasiment gratuite si on n'a rien envie de faire à côté. C'est vraiment pas mal. Pour une baisse sans coût en points du bonhomme, il a vraiment gagné. Là. Sans même compter aussi les proutes qu'on va être capable de faire, le fait d'être engagé ou quoi, de se désengager avec le mot-clé vol pour passer au-dessus des cordons ou en dessous, tu choisis comment tu fais, et derrière pour pouvoir justement faire des BM sur du 5 et ainsi de suite, il y a quand même des choses à faire. Combiné à une téléportation potentielle, ouais. Ça fait vraiment un gameplay très savonnette de l'armée. Alors vous pourrez jouer des gros monstres ou des gros régiments d'infanterie, mais si vous jouez plus en partie stellaire, vous avez vraiment encore une fois le fameux gameplay MSU qui est très agréable à jouer, un tout petit peu moins affronté. On va passer à Croak. Il vaut 320 points. Ouais. Je vais juste lire son fluff. Ouais. C'est malgré son état morbide, Lord Croak est le plus puissant de tous les Slann. Est-ce qu'il devrait pas partir à la retraite, ce bâtard? Parce que honnêtement, depuis qu'Age of Sigmar et Age of Sigmar, il a toujours été pété. Et est-ce qu'il devrait pas être supprimé? Bah, en fait, le problème de Croak, c'est que par rapport à son incarnation précédente, où il était très correct, il est plus fort et surtout beaucoup moins cher. Donc il y a quand même un consensus assez global, y compris parmi les joueurs Séraphon, qui d'habitude sont de mauvaise foi quand on parle de Croak, pour dire que lui n'est pas assez cher. C'est une des grosses doléances principales du Battle Tom, c'est d'avoir un personnage qui est extrêmement fort. Auto-include, doute. Donc auto-include. Alors que,
entre guillemets, c'est un personnage nommé, donc on peut pas le customiser, on peut pas lui donner son petit nom, on peut pas lui créer sa propre histoire. La vieille momie crapaud est tellement plus forte qu'un Slann classique que c'est compliqué de se dire, à moins de vouloir être sympa, parce que ça marche aussi, de se dire, je vais jouer un Slann à la place de Croak. Donc vous allez jouer Croak. Les armées Séraphon commencent à 1560. Et Croak. Ouais, quand on joue à 2000, c'est posé comme ça. Il est vraiment très très fort. Peut-être trop fort. Donc si on le compare juste par rapport à un Slann classique, il a le même profil défensif, seulement lui il a un Phil Pain à 4. Donc il est littéralement 50% plus résistant qu'un Slann classique. Ce qui est extrêmement fort pour 60 points de plus. À côté de ça, il se peine même le luxe pour une vieille momie desséchée d'être meilleur au corps à corps, parce qu'il a autant d'attaques que de figurines à 3 pouces de lui. En 3+, reine moins 1, ce qui est même pas déconnant, et qui va empêcher votre adversaire de venir le chercher avec une petite unité de chasse, parce qu'il va la tuer. Il jette pas 2 dés pour générer des points de commandement, il en jette 3, ce qui sur l'ensemble des tours d'une partie, sachant qu'en plus il va rester plus longtemps, c'est quand même vraiment un énorme up. C'est un sorcier de niveau 4, c'est normal pour le plus fort des Slann, et en plus de ça, même s'il a la même attitude de commandement que le Slann classique, il a 2 sorts signatures monstrueux. Yes, le premier sort qu'il va avoir, c'est Délivrance Céleste. Il y a la particularité qu'il puisse lancer ce sort 3 fois pendant la même phase, qui est une valeur de lancement de 7. Si la première tentative fonctionne, alors ça se passera sur du 8, et ainsi de suite jusqu'à 9. À chaque fois que le sort est lancé, en gros, le porteur va pouvoir choisir jusqu'à 3 unités ennemies différentes et visibles du lanceur à 10 pouces ou moins de lui, et jeter un dé pour chacune d'elles. Sur chaque 2+, ça sera des 3 blessures mortelles. Et si l'unité ciblée était démoniaque, alors ça sera directement flat 3. Et enfin, le deuxième sort qu'il a, c'est l'appel de la Koumette. C'est le même que le Slann, c'est le fait d'avoir une valeur de lancement de 7 et de pouvoir justement sur des 3 unités faire des 3 blessures mortelles et sur un passage à 10 sur le sort ou plus, alors sur des 6 unités. Ah, c'est une bombe nucléaire parce que ces sorts à 7, 8, 9, il va facilement aller chercher son +3 au lancement de sort. Donc concrètement, ces sorts, c'est 4, 5, 6. Donc c'est déjà très facile de passer ces 3 sorts. La portée de 10, c'est un tout petit peu un défaut, mais on rappelle qu'il peut la lancer avec Vassal Magique depuis un skink. On rappelle qu'il peut monter sur un Bellwind Vortex, qui lui donnera encore une meilleure sauvegarde et qui étendra la portée de ses sorts. Donc concrètement, il va nucléariser la table autour de lui, à coup de 2+ des 3 BM. Et je recommence 2+ des 3 BM, et je recommence 2+ des 3 BM. Donc l'unité en moyenne, elle a déjà pris 6 BM. Et l'appel de la comète, elle va passer. Je vais choisir ton unité, c'est automatique, tu vas reprendre. En gros, il va prendre 3-4 unités et leur mettre 8 BM à chacune, à chaque phase de magie, en étant très dur à tuer. Pour son coût en points. En fait, c'est pas en lui-même. Il ne vaut pas 2000 points. Faut quand même préciser, il va y avoir autre chose à côté. En fait, il aurait valu 100 points de plus. Il aurait été très correct pour ce coup. Mais c'est ces 100 points-là qu'on comprend pas, en fait. C'est ces 100 points qui lui permettent de se balader avec son Bellwind Vortex gratuit, ou quasiment de payer l'Astrolite Bearer qui va l'accompagner, qui lui vaut 140. Voilà. En fait, il a perdu 100 points et on comprend pas où sont passés ces 100 points-là. Voilà. On enchaîne ensuite avec un personnage Saurus. C'est le premier, c'est le Saurus All Blood. Il existe dans 2 versions. La première, c'est à pied pour 110 points. La deuxième, c'est 250 points. On y reviendra juste après. Mais sur un T-Rex. Il va avoir 5 de mouvement, 7 points de vie, une bravoure à 8 et une sauvegarde à 3. Pas mal de choix d'armes différentes, mais avec l'aptitude que quand il fait un 6 pour toucher, alors il fera 2 touches au lieu d'une. Et comme aptitude, une qu'on verra assez souvent, c'est la colère des Séraphons. C'est tout simplement le fait de choisir une unité Saurus mis entièrement à 18 pouces ou moins, et de gagner +1 à ses jets de touche. Donc il ne sert que si vous avez une autre unité de Saurus à synergiser dans l'armée, ce qui restera un petit peu son rôle. Après, pour un personnage à pied, il a quand même un châssis qui est correct avec 7 points de vie et une sauvegarde à 3. Il tape correctement au corps à corps. C'est un totem honnête, ni plus ni moins. Quand vous êtes par exemple sur du cristallisé, faut pas oublier qu'il perd un point de vie, enfin il réduit les dégâts qu'il subit de 1 à chaque fois, donc il a quand même un châssis qui est assez correct. Ce qu'on regrettera beaucoup, c'est que sa version montée sur Carnotaur passe de sauvegarde de 3+ à 4+. Et ça, pour tous ceux qui connaissent mon amour des gros monstres à Save à 3 éthérés, voilà, malheureusement on peut pas faire ce combo-là, ce qui réduit un petit peu l'utilité du Carnotaur et qui le rend un peu trop fragile, parce que c'était quand même carrément plus cool de jouer sur Carnotaur, où il avait globalement les mêmes règles, mais un beaucoup plus d'impact au corps à corps. Ouais, mais sa vision est basée sur le mouvement. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Pour en parler un petit peu justement de son Cardosaur, lui pour le coup va bouger de 10, il passe de 7 à 12 points de vie et en effet il a un malus de -1 à la sauvegarde, ce qui le condamne un petit peu malheureusement pour 250 points. Au niveau de sa létalité, son petit T-Rex lui apporte quand même quelques bonus. En fait c'est pas une brute de guerre, maintenant il ne vaut que 250 points, soit 140 points de plus que sa version à pied. C'est un usage qui est différent, mais comme tu l'as dit, le fait de passer à 4 fait qu'on n'en fera pas une vraie épine dans le pied de l'adversaire. Donc à voir. On va quand même noter qu'il va faire en gros 8 attaques, dépendamment en fait de sa mâchoire et ainsi de suite, qui peuvent proquer sur du 6 et ainsi de suite. Vous le voyez son profil. C'est plutôt est-ce qu'on aime la figurine et est-ce qu'on veut sacrifier 140 points pour avoir quelque chose d'un petit peu plus punchy, alors que la version de base est sans hésiter un totem. En fait, le vrai problème, c'est que ces 140 points-là,
c'est le prix de certains des meilleurs totems du jeu, qui sont quasiment auto-inclus dans les armées de Séraphon. Je pense notamment au Hero Skin qu'on va voir tout à l'heure. Donc c'est vraiment un choix esthétique de est-ce qu'on aime la figurine ou pas. J'aurais limite préféré qu'il soit plus fort, plus tanky, qu'il valent 300 ou 400 points, comme par exemple les seigneurs sur Stonehorn, ce genre de choses, que ce soit une vraie brute de clause qu'on n'a pas dans l'armée. C'est quand même un Saurus qui à la base est un prédateur, monté sur un prédateur encore plus gros. On aurait préféré qu'il vale 400 points et qu'il tape vraiment très fort. Maintenant, pour 250 points, il est correct, mais il n'est pas assez fort pour être une vraie unité bélier. Donc si on s'en sert vraiment comme un totem, autant qu'il soit à pied, qui bénéficie de l'attention messière et qu'il est une CR à 3+. Il ne gagne en plus que 5 points de vie en montant sur sa monture. Pour 140 points, je trouve que malheureusement, c'est pas assez. Ensuite, il va être mis aussi en comparaison avec le Saurus Sunblood, qui lui vaut 130 points, donc 20 points de plus que son cousin Old Blood, qui lui va avoir des aptitudes donc un petit peu différentes, puisqu'il va avoir rage primitive, c'est le fait que quand il fait un 6 pour toucher, il va faire 2 touches supplémentaires, quand il fait un 6 pour blesser, ça sera une blessure mortelle en plus, mais surtout une aptitude de commandement différente, donc c'est dans son rôle de totem qu'on va devoir le choisir. Lui, il va avoir le fumet de la faiblesse. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la phase de combat, dans ces cas, choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins de cette figurine jusqu'à la fin de la phase, à ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques des Saurus qui la ciblent. Donc en fait, quand vous combinez les deux, vous avez quand même plus 1 pour blesser, plus 1 pour toucher. Donc vous avez une Gearstock sur tous vos Saurus. C'est quand même vraiment pas mal. En lui-même, il a un châssis en termes d'attaque un tout petit peu supérieur à celui qu'on a vu juste avant. Après, si vous ne pouvez n'en prendre qu'un des deux, entre le plus 1 pour toucher ou le plus 1 pour blesser, vous irez chercher le plus 1 pour blesser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une malédiction sur une unité qui va buffer tous vos unités de copains. Et on a souvent tendance à mettre par exemple 2 unités sur une seule pour être sûr de la détruire. Donc il est un tout petit peu meilleur. Maintenant, la combinaison des deux, pour moins cher que le premier sur Carnotaur, est quand même plus efficace. Vous avez 2 héros avec 2 châssis corrects qui donnent 2 très bons bonus. Sachant que on a vu pas mal de points de génération de commandement pour synergiser assez souvent ces deux effets. Plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser sur une grosse partie de votre armée. En cristallisé, c'est très correct. Donc c'est un vrai bon totem. On continue dans les personnages, mais cette fois-ci avec un sergent d'unité qui est passé maintenant personnage indépendant, avec le Saurus Eternity Warden. Lui, il vaut 110 points, c'est un garde du corps. Il a exactement le même profil. Au niveau du corps à corps, il met quelques patates puisqu'il va faire 3 attaques en 3+, 3+, raid-1, dégâts 1. Et il a une mâchoire. On en parlait tout à l'heure justement avec d'avoir des bonus aux mâchoires. Une attaque en 4+, 3+, sans raid, dégâts 1. Il va avoir comme aptitude féroce froide, le fait de pouvoir générer des attaques en plus sur du 6, comme on l'a vu avec les autres personnages. Protecteur altruiste, qui est quand il a un slan à 3 pouces, à 3 pouces de lui, il va pouvoir jeter un dé et sur un 2, prendre les patates. Et enfin, l'aptitude de commandement, qui est gardien alpha, c'est la même que celle qu'on a vue précédemment, avec un bonus, mais seulement pour les Saurus gardes quand ils sont à 18 pouces, de plus 1 au jet de touche. En fait, dans une armée Saurus pure, il vaut le même prix que le Saurus All Blood classique. Il est en tout point moins bon, parce que synergiser des gardes du corps, c'est pas le but principal. Maintenant, quand vous avez un slan ou un croac dans l'armée et que vous avez envie de le protéger, pour 110 points, il va quand même absorber beaucoup de points de vie. Il en a quand même 7, il les absorbe sur 2+. Donc en soi, c'est un personnage qui est très correct. Maintenant, il est mis en comparaison avec son unité non-personnage, qui vaut moins cher et qui protège mieux. Donc il y a un petit problème de placement sur ce personnage-là, qui n'est pas une brute de corps à corps, qu'on ne peut pas équiper avec des armes ou des traits de commandement pour en faire quelque chose de vraiment fort. Donc il était quasiment auto-include avant dans les anciens Séraphons quand on voulait protéger son slan. Aujourd'hui, il l'est un peu moins, vu qu'il y a les Saurus Guard. Yes, les Saurus Guard, eux, pour le coup, sont jouables de 5 à 20 pour 100 points par tranche de 5, soit 400 points. Par 20, ils vont bouger de 5, avoir 2 points de vie par tête de pipe, une sauvegarde à 4 et une bravoure à 8. Par tête de pipe, on va aussi faire 2 patates en 3+, 3+, raid-1, dégâts 1. Et avec leur petite mâchoire, une attaque sur du 5+, 4+, sans raid, dégâts 1. Au niveau de son état-major, on va avoir quelque chose de standard. Sous-entendu, le Saurus Guard Alpha va avoir plus une attaque. Le Porticone va pouvoir donner -1 à la bravoure. Et le Bignou, le tambour de guerre, va pouvoir faire relance des charges gratuitement. Et en aptitude, on va avoir en fait, le protecteur altruiste qui est la même règle qu'avant. C'est-à-dire que si on a un slan à 3 pouces de n'importe quelle figurine, sur un 2+, c'est elle qui prendra les patates. Donc en fait, c'est là que la comparaison fait mal à l'Eternity Warden. C'est que pour 100 points, vous avez 5 figurines, 10 points de vie et un plus gros volume d'attaque au corps à corps. Donc vous gagnez quand même 3 points de vie et vous faites un petit peu plus mal. Pour 10 points de moins, vous protégez mieux le slan. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre la réelle utilité de l'Eternity Warden, qui avant faisait partie d'un bataillon et qui buffait beaucoup ses copains, notamment en leur donnant une sauvegarde à 2. Maintenant, c'est plus le cas. Il faut quand même noter, les Saurus Guard, c'est le premier châssis Saurus qu'on voit à pied, et que ce qu'on espérait tous depuis que les Fire Slayer l'avaient fait, les Saurus l'ont fait aussi. Ils sont passés à 2 points de vie pièce, et ça, c'est très bien. Et ils ont gagné plus 1 en sauvegarde, à la place d'ignorer les raid-1, ce qui est mieux. Yes, et on va rappeler aussi que dans une armée Séraphon, donc pas dans une soupe Order, ceux-ci sont des lignes. Ouais, ça aussi, c'est très bien. Ça vous fait un de vos choix de taxe de ligne à 100 points seulement, pour pouvoir protéger votre slan et lui rajouter quasiment en stat 8 points de vie, c'est vraiment très fort. On enchaîne ensuite avec un autre héros
un petit peu plus séduisant pour le coup, parce qu'on a été surpris par sa valeur en points. C'est le Saurus Scar vétéran sur Carnosaur. Il est mis en comparaison directe avec le All Blood sur Carnosaur, sauf qu'en fait, il coûte quand même 40 points de moins. Il sature tout autant. Et celui-ci va avoir une aptitude de commandement un petit peu différente, puisqu'il va pouvoir prendre une unité Saurus à 18 pouces ou moins et lui faire proc des attaques supplémentaires sur du 6. Un petit peu ce qu'avaient les autres personnages, sauf que lui, c'est sur une unité. Ouais, c'est quand même pas mal, sachant qu'il peut se lancer sur lui. C'est vraiment ces 40 points-là qui vont faire la différence, parce qu'il passe aux alentours des 210, 220 points. C'est là où tu as les abominations, c'est là où tu as les hommes arbres, ce type de monstres qui finissent bien une liste. Quand tu as tes 1600, 1700 points et que tu cherches à rajouter quelque chose, que tu as déjà tes héros pour les synergies, etc., tu vas souvent chercher ce petit personnage de chasse, cette unité de chasse, etc. C'est pas un totem majeur pour l'armée, mais il se synergise lui-même. Pour 210 points, il a un châssis qui est très correct. Donc on avait été un petit peu dur avec le All Blood, parce que les 250 points le mettait un peu sur un châssis bâtard entre le vrai monstre et le totem. Bon, il était un peu le cul entre deux chaises. Lui, pour son coup en points, il est très cohérent. Et est-ce que tu peux nous parler de sa version sur sang-froid, puisque lui, pour le coup, coûte 110 points. Bah, on a encore une fois le problème d'avoir qu'une sauvegarde à 4+, ce qui est dommage par rapport au Hérosaurus à pied qui a sauvegarde à 3. Traditionnellement, quand on a une monture, on a une meilleure sauvegarde. Bon, c'est les Saurus, c'est l'inverse, on sait pas trop pourquoi. À côté de ça, il a la très bonne aptitude d'escar vétéran, c'est-à-dire de pouvoir faire proc 2 touches sur du 6 non modifié pour toucher. Pour 110 points, il y a un vrai choix à faire, en fait, entre le All Blood à pied, le Sunblood, l'Eternity Warden, mais on a vu qu'on préfère prendre de la Saurus Guard, et lui. Il synergise également très bien une unité assez emblématique de l'armée, même si elle a des figurines un peu vieillissantes, qui sont les Saurus Knight, qui ont encore pris un up dans ce Battle Tome-là. Franchement, pour son coup en point, il est très correct. On va ensuite passer aux Saurus Warrior. Eux, pour le coup, sont des lignes, quelle que soit son allégeance. Donc pour le coup là, on est sur quelque chose qui peut séduire les joueurs Order pour aller chercher des taxes pas très chères. En gros, ici, les Warriors vont être jouables de 10 à 30 et 90 points les 10, soit 9 points le point de vie, et à 320 points les 30. Donc quand même assez séduisant, ça bouge de 5, c'est une bravoure à 8 et c'est une sauvegarde à 4. Ça fait une attaque par tête de pipe en 4+, 3+, Reine-1, dégâts 1. Et en plus de ça, une attaque de mâchoire qui touchera sur du 5, qui blessera sur du 4, sans reine, dégâts 1. Comme d'hab, au niveau de son état-major, on va pouvoir relancer jet de charge si on a le tambour. On va pouvoir donner -1 à la bravoure si jamais on a un porticone. Et avoir l'aptitude cohorte ordonnée ajouter à la caractéristique d'attaque des massues, des célestes ou des lances si on joue une unité de 15 ou plus. Bah, c'est quand même pas mal. Le vrai débat entre les lances ou les massues vient du fait qu'ils sont quand même sur socle de 32, donc le 2 pouces c'est assez sympa. Maintenant, je pense que dans le méta actuel, la Reine-1 est quand même très appréciable. Petite doléance sur le fait que eux n'aient pas fait comme leurs copains Saurus Guard, ne soient pas passés à 2 points de vie. On aurait quand même aimé avoir une unité d'infanterie comme de l'Oruk classique en fait, à 2 points de vie, quitte à ce qu'ils valent un tout petit peu plus cher. Là, il reste encore un tout petit peu cher, non synergisé. Maintenant, quand on commence quand même à voir qu'ils réduisent de 1 les dégâts qu'ils subissent, qu'on peut leur faire proc 2 touches sur du 6, on va voir qu'on peut leur modifier aussi leur sauvegarde pour leur en donner une meilleure. Ils peuvent se téléporter, parce que c'est pas parce qu'on joue en stellaire qu'on ne joue que des skins, qu'on peut très bien prendre une unité, la synergiser à fond et la TP. Même si c'est quand même en cristallisé qui sont le meilleur, il y a un gros up quand même global du guerrier Saurus. Est-ce que ça permettra de le revoir à très haut niveau compétitif? Je ne sais pas. Parce que les skins sont juste intrinsèquement meilleurs. Maintenant, il est totalement jouable, ce qui n'était pas le cas avant. Ça fait quand même du bien par rapport à ça. Quand on voit le nombre de Hérosaurus qu'il y a, c'était quand même dommage qu'il n'y ait aucune unité vraiment sympathique à buffer. On va pouvoir revoir des corps de 40 Saurus sur la table. En termes d'esthétisme, c'est quand même vraiment très classe. On passe ensuite à une pépite, toujours avec le mot-clé Saurus. C'est le Saurus Astrolith Bearer. Lui, il vaut 140 points. Il a un mouvement de 5, 6 points de vie, une bravoure à 8 et une sauvegarde à 4. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Au corps à corps, il va faire 3 attaques en 3+, 3+, Reine-1 dégâts. C'est sympa, mais à la limite, on s'en fout. Ce qui est très fort, c'est son aptitude Canal Céleste qui fait, en gros, qu'on va pouvoir ajouter 1 au sort des sorciers amis à 12 pouces ou moins de lui et ajouter 6 pouces à la portée des sorts. Et il a aussi une deuxième aptitude qui est gratuite de base, qui est énergie revigorante, puisque en gros, une unité entièrement à 12 pouces ou moins de lui aura un insensible à la douleur à 6. Ouais, il est vraiment très fort. Quand on parlait des +3 que les slans peuvent aller chercher, évidemment, on pensait à ce personnage-là, qui est quasiment auto-include aussi, dès que vous commencez à jouer sur la magie. Le Feel No Pain à 6, c'est quand même un bonus que vous êtes très content de prendre quand tous vos personnages ont entre 6 et 7 points de vie. Bah, virtuellement, ça leur en rajoute 1,5. Donc on est quand même très content de le prendre aussi. Et augmenter de 6 pouces la portée des sorts de Croak. Ça veut dire que ses sorts principaux vont passer à 22 pouces de portée quand il est sur son Bellwind Vortex. Ce qui commence vraiment à faire qu'il va toucher quasiment toute la table, avec encore un bonus de +1 pour le lancer, donc il peut monter à +3, voire +4 si vous avez un autre slan à côté. Il est vraiment très fort. Et c'est ces fameux 140 points-là dont on parlait sur le All Blood sur Dino ou pas. Rarement sur Dino parce que vous jouerez ce gars-là. Faut imaginer les gars que pour 140 points, un Croak ou n'importe qui à 22 pouces va faire sur 6 unités des 3 blessures mortelles. Entre 3 et 6, ouais. On ne peut pas 3 se fois cacher. par phase. On ne peut pas se cacher.
Et c'est ça qui le rend auto-include. C'est bien beau de voir une synergie, mais quand on la voit sur table, c'est encore différent. Et c'est ça qui fait que, en fait, il est auto-include. Alors, il est auto-include avec Croak ou avec un Slann classique. Surtout avec Croak. En fait, le Slann classique n'a pas besoin de ce bonus de portée. En fait, avec Croak, il est auto-include. Bon, c'est pas mal. Croak étant le héros principal des Séraphons, il a son petite porte-bannière personnelle. C'est fluff. C'est pas amical, mais c'est fluff. On passe ensuite à la dernière unité Saurus, c'est les Saurus Knight, les petits chevaliers sur sang-froid. Là, on va les jouer de 5 à 20 à 100 points par tranche de 5, soit 10 points le PV. ou 400 points. 400 points les reins. En gros, ça bouge de 8, ça a 2 points de vie, bravo à 8 et une sauvegarde à 4. On va les équiper et c'est là où il va y avoir peut-être un petit débat entre l'âme de Célestile qui va faire 2 attaques à 1 pouce en 3+3+, sans reine, dégâts 1, ou alors en lance, où là, on va toujours avoir 2 attaques, mais en 4+3+, sans reine, dégâts 1. Et si jamais vous chargez, vous aurez plus en dégâts. Donc c'est là où il va y avoir le débat. Est-ce que vous préférez avoir tout le temps 2 attaques en 3+, potentiellement reroll des 1, ou alors 2 attaques mais qui feront dégâts 2 en 4+. Bah, c'est toujours le débat entre l'explosivité ou la stabilité. Ça dépend ce que vous cherchez. Et ça dépend aussi de la manière dont vous avez conçu votre armée. Si vous jouez par exemple dans une Dracoton Tail, où ça va être une unité marteau qui va téléporter, charger. On se rappelle qu'il y a une constellation qui donne plus en charge, donc la charge est à 8. Et synergisable en plus avec leur tambour, qui leur permet de relancer nativement leur charge, ça peut faire une bonne unité marteau. Dans ce cas-là, plutôt les lances. Si vous en servez comme un cordon défensif ou des unités qui vont protéger le flanc de vos cordes de Saurus, plutôt à l'épée. Au final, c'est quand même une très bonne unité, parce qu'on est à 10 points de PV. Ils ont aussi bénéficié du plus 1 en sauvegarde par rapport à ignorer la reine -1, ce qui est quand même bien meilleur. Franchement, pour 10 points le PV, t'as quand même une sauvegarde à 4, t'as un mouvement de 8, avec toutes les synergies qu'on peut avoir. Ils ont les mâchoires des sang-froid, ce qui leur apporte quand même beaucoup d'impact. On va voir juste derrière avec les personnages King toutes les synergies qu'on peut avoir sur les mâchoires. C'est une vraie bonne unité. On passe maintenant côté Skig et on commence par petit mais costaud. C'est le, enfin, petit mais auto-include. c'est le Skig Starseer. Il faut lui 140 points. En gros, il bouge de 5 points de vie, bravo à 6, une sauvegarde à 5. C'est plutôt pour ses aptitudes, il va être très fort, mais il peut surprendre quand même au tir puisqu'il a un trait astral qui a 18 pouces, va faire 2 tirs en 3+3+, réellement 1 dégâts des 3. En fait, il participe au flow incessant de BM que vous prenez, de tirs que vous prenez. Mais non, il tire pas si mal. Hein. Ouais, carrément. Déjà, comme aptitude, les gars, il va pouvoir générer un PC cadeau au début de votre phase de héros sur du 4+. Donc, s'il survit toute la partie, il vous en génère entre 2 et 3, donc il se rend gratuit s'il survit jusqu'au bout. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, il va aussi avoir comme putain d'aptitude bâton d'astronomancien, qui est en gros que si on choisit une unité ami Séraphon à 12 pouces ou moins de lui et que celle-ci charge une unité à 18 pouces, alors elle va avoir 3d6 au lieu de d6 pour effectuer sa charge. Oui, ça c'est très très fort. Je continue et tu pourras cracher après. Ensuite, c'est un sorcier de niveau 1 qui va avoir comme sort Flexion du Destin, qui va se lancer sur du 7, qui va choisir une cible ami ou ennemi à 18 pouces. Comme c'est un sort mix qu'il choisit, ça n'est pas du Wally Wheezing 18. Et cette unité va, si elle est amie, avoir un bonus de +1 à sa sauvegarde, et si elle est ennemie, avoir un malus de -1. Avant que tu commentes précisément celle-là, c'est vraiment le genre d'unité qui nous laisse comprendre en fait pourquoi est-ce que c'est une armée qui est très forte. Parce que c'est une armée avec énormément de petites règles et de synergie, sauf qu'on se rend compte que tiens c'est marrant, cette unité qui coûte pas si cher, sur du 6 elle va faire 2 attaques, que je vais pouvoir avoir +1 pour blesser. Ensuite que Croak avec Jackie, il va pouvoir faire quasiment tout le temps 8 blessures mortelles à des 6 unités devant soi. Et là on se rend compte en plus, on va être capable bien là-bas, +1 en sauvegarde, là-bas charge à 3d6 donc fiabilisation. Et ça commence en fait à être très dur à lire quand on l'affronte et aussi à jouer, donc c'est aussi assez gratifiant. Mais on commence à voir qu'il y a beaucoup de planètes et que si quelques-unes s'alignent, ça va faire très mal. C'est donc un très bon personnage qui te fait tourner le moteur et qui met de l'huile dedans. Parce qu'en fait, sur 4+, il donne ses CP, ce qui est quand même vraiment très fort. Et il a 2 aptitudes qui sont monstrueuses. Le sort, il passe à 7, donc il va passer à 5 ou à 6. On va pas refaire tout le débat de la facilité des Séraphons pour lancer des sorts. Faire téléporter une unité à 9 pouces de l'adversaire. Avec la bonne constellation, lui donner un éventuel +1. Une relance de la charge avec leur bannière et le fait de charger à 3d6 et de pouvoir sélectionner des cibles à 18. Il est vraiment très très bon. En plus, la fille est super classe, même si c'est une vieille fille en fine cast. J'adore ce petit skink avec sa boule. Il est parfait ce perso. En fait, il fait vraiment tout ce dont tu as besoin. Il synergise ta défense. Sur des gros monstres, leur donner +1 en sauvegarde ou sur des cordes de Saurus, t'es quand même très content. Il augmente nettement la létalité de ton armée en enlevant 1 en sauvegarde des adversaires. Il faut imaginer que même sur des Mortex, c'est très impactant de les passer en save à 4, même reroll. Sachant que t'as quand même de la reine -1 dans l'armée, alors qu'avant t'en avais pas. Donc il passerait à save à 5, même reroll. Je vais rappeler un petit peu aussi des stats. C'est plus intéressant quand on passe de 5 à 6 que de 3 à 4, puisqu'on passe d'un tiers à la moitié, alors que pour le coup, quand on passe de 5 à 6, on passe d'un tiers à un sixième. C'est ça. Et ça fait 2 fois plus de morts en face. C'est très très intéressant. Non mais il est vraiment super bien. Il te fait tout en fait. Il a la polyvalence de te dire,
j'ai besoin de plus 1 sauvegarde ici. Là, j'ai besoin de cette unité, va mourir, donc je vais synergiser le plus 1 pour blesser, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure avec le personnage Taurus. Et en plus, je vais t'enlever en sauvegarde. Et je suis sûr de réussir ma charge, même si je viens de téléporter à 9 parce que 3d6 relançable. Il est parfait, ce perso. On enchaîne ensuite avec une autre unité qui lui aussi peut être assimilée à une perlouse. C'est le Skingstar Priest. Il vaut, lui, 120 points. Pareil, grosse synergie derrière. Il bouge de 8, donc il bouge un petit peu plus. 5 points de vie, une bravoure à 6 et une sauvegarde à 5. Le même tir, donc assez pas mal quand même. Mais mieux, ça sera dégâts 1. Comme aptitude, il va avoir Héros Astral, qui est en gros, lui, c'est sur un 5+, qui ferait gagner des points de commandement. Mais mis bout à bout et mis ensemble, surtout, ça commence à faire à lisser les points de commandement. T'imagines, ça fait quand même, on est déjà à 3 sur Croak, plus 1 sur le Starseer. Sachant qu'en plus, voilà, donc t'en récupères déjà 2 par phase. Et lui va t'en donner une statistiquement tous les 3 tours. Tu génères beaucoup de points de camp en Séraphon. Il va surtout avoir comme aptitude Bâton du Serpent, qui est une aptitude gratuite, pas une aptitude de commandement, qui est qu'en gros on va prendre une unité Séraphon entièrement à 12 pouces de lui. Et en gros quand celle-ci fera un jet de 6 pour blesser, ça fera une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. C'est aussi un sorcier de niveau 1 qui connaît le sort Lumière Stellaire, qui a une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible lanceur, jusqu'à votre prochaine phase de héros, vous serez 1 au jet de touche. Même son sort est bon. C'est-à-dire que le sort est quand même déjà vraiment pas mauvais. Quand on combine ça avec celui d'au-dessus, tu peux quand même te mettre plus en sauvegarde et le mec a moins 1 pour me toucher. Donc il me déboulonnera plus. Et son aptitude, elle est golden. Honnêtement, il y a quand même beaucoup d'entrées dans ce Battle Tome qui ont beaucoup d'attaques. Que ce soit les Saurus Guard qui ont quand même leurs attaques de base, leur mâchoire, la monture. Je te parle même pas des Terradons ou des Reapers dactyles qui balancent quand même une énorme saturation. Ou même des Skinks au tir. Et encore une fois, je te parle même pas des Caméléons, je pense qu'on aura le temps d'en parler plus tard. Quand on a un tel volume d'attaques, en transformé sur la blessure 1 sur 6 en blessure mortelle, ça fait qu'on a vraiment une létalité à la mortelle, ce qui est très important dans le méta actuel, mais qui même globalement est quand même très forte. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon, car en plus on la paye pas en ressources, parce que c'est une aptitude globale. Le perso a en plus un bon sort, est un skin dont permet au slan de voir à travers lui, etc. Un très bon mouvement de 8, et tout petit. Donc se faufile très bien dans les décors, il peut être très dur à toucher, etc. Il est vraiment très fort. Cette aptitude synergise beaucoup les Reapers dactyles, synergise beaucoup les Knights, en fait beaucoup d'unités qui sont moyennes. Et on note que, contrairement à tous les Saurus qu'on a vus et tous les héros Saurus qui ne buffaient que les Saurus, lui buff n'importe quelle unité Séraphon. Donc tous les Saurus qu'on a vus avant. Donc même une armée cristallisée basée autour des Saurus va rentrer ce petit prêtre skink là qui est vraiment très fort. On enchaîne ensuite toujours chez les skinks avec le skink Oracle. C'est une alternative au slan qui vaut lui 260 points. Donc c'est juste après des différences de mobilité, de châssis. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu as tout à fait raison. En fait, les deux valent le même prix. Les deux permettent de générer des points d'invocation à coût de D3. Lui aussi peut sacrifier son sort pour le faire. Lui a le même sort que le Slan. L'appel de la comète. L'appel de la comète, qui est aussi très bon. Lui aussi a son petit bonus en lancement de sort. Lui aussi peut conjurer et dissiper sur toute la table. Donc après, c'est vraiment une question de châssis. Lui est un peu plus offensif avec son troglodyon, qui est pas non plus une énorme brute de guerre, mais qui cogne et qui, encore une fois, tire un petit peu. Il est peut-être plus mobile que le Slan. À noter que la figurine est quand même beaucoup plus grosse, donc plus difficile à cacher, et que comme ce n'est pas un Slan, il peut pas bénéficier de la protection des Saurus Guard. Voilà, c'est peut-être pour ça que moi je partirais un peu plus sur le Slan. Après, c'est une très bonne alternative. C'est vraiment une question de létalité en fait. Les deux font la même chose, grosso modo, en magie, même si lui peut lancer moins de sorts et peut pas choisir ses sorts génériques. Par contre, il a accès au domaine des skinks. On a vu, il y a quand même 2 bons sorts génériques, mais il a quand même un plus gros châssis avec plus de points de vie, une meilleure mobilité et plus d'attaque au corps à corps. Donc c'est un choix à faire. C'est pas inenvisageable aussi de jouer un Slan et lui dans une même armée. On continue avec le skink Priest. Lui ne vaut que 70 points. C'est surtout pour ça qu'on va l'aimer. Il bouge de 8, 4 points de vie, sauvegarde à 5, une bravoure à 6, à 8, on s'en fout. Il a 2 petits tirs de Sarbacane, mais comme son cousin. Au niveau de son aptitude, il va avoir le bâton de pierre stellaire. En gros, on va prendre une unité de skink ami entièrement à 12 pouces ou moins de lui et jeter un dé. Sur un 3+, jusqu'à votre prochaine phase de héros, l'unité choisie peut courir et quand même tirer et ou charger au même tour. Et vous pouvez ajouter un au jet de sauvegarde pour les attaques qui la ciblent. Donc il synergise toutes les unités de skink qui ont très envie de courir et de tirer. Pour 70 points, franchement, très correct. Alors, c'est le seul de tous ses copains skink qui n'est pas un sorcier. Pour 70 points, on va peut-être pas demander la lune non plus. Le plus en sauvegarde, encore une fois, on est content de le prendre. Parce que les caméléons, vous verrez, ont en plus un bonus quand ils sont à couvert. Donc, même eux, ils se payent le luxe d'être tanky. L'autre copain skink peut leur ajouter plus en sauvegarde. On peut leur mettre moins 1 pour toucher. Enfin, grosso modo, le seul bonus qui leur manquait, c'était la course et charge et la course et tir. Ils ont récupéré la course et tir. Pour clôturer sur ce Skink Priest, on va quand même rappeler qu'il a l'attitude de commandement héros des anciens, qui va pouvoir choisir une unité pour un point de commandement ami à 18 pouces ou moins de lui, et leur donner plus 1 pour toucher. Ça va nous permettre aussi de parler des skins, qui historiquement étaient une des unités les plus savonnettes du jeu.
Ici, pour le coup, ils sont en ligne uniquement dans une allégeance Séraphon. Donc, dans une sous-order, ils ont perdu cet avantage d'être pris comme des taxes. Ils sont jouables de 10 à 40 avec un coût par tranche de 10 figurines de 60. Et donc, à 40 pour 240 points. Au niveau, justement, de leur châssis, ça n'a pas changé. Ils bougent de 8. Ils ont un point de vie, une bravoure à 5 et une sauvegarde à 6. S'ils sont équipés de rondage, donc du petit bouclier, ils vont avoir plus 1 à leur sauvegarde, passant donc à 5. C'est 2 fois plus de tanking, mais ce qu'ils vont avoir bien pour ça, on va en parler juste après. Ou alors, au contraire, être équipé d'une petite sarbacane qui va leur permettre de faire un tir à 16 pouces qui va toucher à 5, blesser à 5 et faire un dégât. Au corps à corps, ils vont avoir une attaque, sauf s'ils sont plus de 15, donc 2 attaques en 5+, sans rien de dégâts. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Les skins ont quand même perdu de leur superbe à première lecture. Bon, ils sont passés de 7 points pièce à 6 points pièce, donc une petite baisse. Quand on en joue quand même 40, on le sent quand même passer. Notez qu'ils n'ont pas de bonus de horde, seuls les Saurus en ont. Ils ont perdu leur règle qui les rendait très fort ou très frustrant, qui était de se désengager au début de la phase de combat. C'était quand même beaucoup trop fort. Tout qu'avant, en plus, c'était facile de les faire voler. Donc vous les chargiez, ils se désengageaient en passant au-dessus de vous, ils vous prenaient l'objectif. Bon, ça, ils l'ont plus. Donc ils sont rentrés dans le rang. T'as raison, c'est plus des lignes génériques, mais je pense qu'on n'irait même plus les chercher, vu qu'ils ont perdu cette règle-là. Par contre, quand on commence à regarder la synergie qu'ils peuvent apporter, pour 240 points, t'en as 40. Qui font à la base des tirs à 5+, mais à 16 pouces, ce qui est pas mauvais comme portée. Quand tu vois que rien que le perso qu'on a vu au-dessus, il peut les faire courir et tirer, sachant que les mecs bougent de 8. Ils vont quand même gagner une portée effective entre 24 et 30 dépendamment de ta course, et ils peuvent toucher à 4. Tu te retrouves à faire 20 touches. Sachant que le gars, juste avant, le Star Priest, a fait que sur ses touches, sur des 6, tu mets des BM, la mine de rien, tu te retrouves avec une unité qui, avec les petites synergies, peut facilement faire 4-5 BM au tir, sans quasiment utiliser de ressources. Tu peux commencer à en avoir 2, tu peux faire des phases de tir avec des skinks à 5 BM à droite, plus une dizaine de sauvegardes. On se rappelle aussi qu'en Croc de Sotek, tu les charges, ils recommencent. Donc tu as quand même ton pâté de 40 skinks. Et sur 4+, ils se cassent. Donc ils te mettent 5 BM au tir plus quelques sauvegardes, tu les charges, ils te remettent 5 BM au tir, t'en as déjà pris 10, t'as pris 10 BM pour gérer 240 points de skink. Et sur 4+, ils s'en vont. Et l'adversaire, il gagne l'initiative. Enfin, l'adversaire, parce que je joue pas Séraphon, je les affronte. Il te remet ses petits coups de sarbacane, tu les charges, il te remet des coups de sarbacane. Donc franchement, le skink à première lecture, et ça va être vrai pour beaucoup des entrées qu'on va voir derrière. Yes. Alors, tu te dis, c'est moyen, et quand tu réfléchis à synergiser, ça devient vraiment très correct. Alors moi, ce que je retiens en plus, c'est que la frustration quand t'affrontais un Séraphon, c'est que déjà, ça t'obligeait de taper avant il se barrait. Finalement, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est quand même beaucoup de ressources pour arriver à aller choper ce salope. Alors que finalement, lui, il va pas perdre beaucoup de points. Non. Et il faut quand même gérer 40 PV pour que 240 points finalement d'attrition en face. Ouais, et puis tu regardes que mine de rien, de base, ils ont save à 6, mais avec les boucliers, ils passent à save à 5. Tu les mets à couvert, ils ont save à 4, tu leur lances le sort du Starseer, ils ont save à 3. T'as 40 PV avec sauvegarde à 3. Alors rentrer 40 skins dans un couvert, c'est pas facile. Et même si t'en as 20 qui peuvent TP, faut sortir 20 mecs en save à 3. C'est des skins à 6 points le skink. Ou alors c'est vraiment des unités de harcèlement qui vont TP, qui vont tirer dessus à 16 pouces, qui vont mettre de l'ABM, qui vont menacer tes héros, c'est des gros cordons pas très chers. Franchement, le skink est vraiment pas mauvais. Il est moins frustrant qu'avant, mais il n'est pas devenu moins fort. On enchaîne ensuite avec une grosse unité, certainement une des plus frustrantes qu'on va avoir justement dans ce BT, dans tout ce que tu pouvais décrire sur l'aspect savonnette et mortel. C'est les caméléons skins qui sont jouables de 5 à 20 et à 90 points par tranche de 5, soit 90 les 5 et 360 les 20. Ils vont avoir un mouvement de 8, un point de vie, une bravoure à 5 et une sauvegarde à 6, mais ils ont comme bonus de tanking le fait d'avoir plus 3 quand ils sont à couvert à leur sauvegarde, donc de passer à sauvegarde à 3 quand ils sont entièrement dans un décor. Ils vont pouvoir, grâce à la règle embuscade de caméléon, ne pas être placés sur le champ de bataille, mais arriver à la fin d'une phase de mouvement. Et s'ils étaient là, au début du tour, de pouvoir se barrer et revenir plus tard. Si, bien sûr, ils devront être placés avant le tour 4, sinon ils sont considérés comme étant détruits. Maintenant, on va un petit peu s'intéresser à ce qu'ils font, ces petits garçons. Donc pour 360 points, les 20, on va pouvoir faire par tête de pipe avec leur sarbacane à portée 16, 2 tirs, qui touchent à 3, blessent à 4, sans reine, dégâts 1. Au corps à corps, on s'en fout, c'est du 5+, sans reine, dégâts 1. Mais ils vont avoir poison stellaire, qui est que sur chaque jet de touche de 6, ça fera une blessure mortelle à la place du dégât de la blessure. Donc à partir du moment où on fait un 6, la touche est perdue, mais ça fait une BM dans son pool de blessures à allouer. Ouais. Donc si on commence un petit peu à mettre ça sur table, c'est des bâtards qui vont, si on arrive à tous les mettre dans une win à sauvegarde à 3, si on a passé le sort de tout à l'heure à sauvegarde à 2, et au niveau des BM, à 20, c'est là que c'est on va faire 40 tirs, ça fait stat 8 blessures mortelles.
juste à la touche. Et ensuite, si on a passé l'aptitude qui fait que sur du 6 pour blesser, on fait une BEM, on en refait. 5 de plus à la blessure. Alors attends, excuse-moi, je vais un petit peu m'avancer. 5 plus 8, ça fait 13. Ouais. Ça veut dire que de base, ils vont faire 13 BM en plus des sauvegardes. Ouais. Sachant qu'ils rajoutent à peu près une quinzaine de sauvegardes à côté. D'accord. Donc là, ça fait certes un petit peu de BM, mais ça peut aller se choper quand même. Ouais, ça peut aller choper. Le problème, c'est que tu joues en croc de Sotek, quand tu les charges, ils te remettent la même. Donc ils te remettent 13 BM Calme-toi. et 15 sauvegardes. En fait, ils sont aussi forts qu'ils sont moches, que les figurines sont immondes. Immondes. Mais il faut savoir que quand même cette unité, pour 360 points, la possibilité d'arriver quasiment où ils veulent sur la table à 9 pouces de l'adversaire avec une portée de 16 et potentiellement une sauvegarde de 2+, à 3+, en fonction de là où vous la placez, va vous mettre automatiquement en stat, avec les bonnes synergies que vous allez avoir de toute manière, 26 blessures mortelles et une trentaine de sauvegardes à faire, sur la moindre unité qui va essayer d'aller la charger, et qui sur un 4+, va se casser. C'est le 4+, qui me pose quand même problème, parce que eux sont éligibles en fait à cette aptitude qui est très forte des crocs de Sotek, ce qui fait que cette unité est quand même vraiment très forte. Alors ça sert à rien d'en jouer 120 dans votre armée, mais vous en jouez déjà un pack de 20, c'est une épine monstrueuse dans le pied de l'adversaire, qui peut dézinguer tous ses persos, même les persos qui ont -2, -3 pour toucher. Les BM, tu les fais sur des 6 non modifiés. Donc sur les 40 tirs que tu vas mettre, tu vas faire 8-6, tu vas sortir pratiquement tous les personnages du jeu, à part ceux vraiment qui ont un bon fil no pain ou beaucoup de PV. Ils sont quand même monstrueux, ils sont très durs à déloger, même si tu arrives à les choper au corps à corps, sur 4+, tu les chopes pas, tu les chopes, t'es même pas sûr que tous les tuent, parce qu'ils ont quand même 20 PV, quand ils sont en stellaire, ils ont bravery 10, donc tu les feras pas fuir, ils peuvent avoir save à 2, et fuck off, si tout ça, ça n'a pas suffi, ils peuvent se barrer au tour d'après pour revenir et te remettre la main. Après, c'est de la finecast. Oui, Ça ressemble à un mec du Muppet Show. C'est un beau château. Et j'ai pas plus de contre-arguments. Ah, tu vas les convertir à partir de skins classiques, la plupart des tournois l'autoriseront quand même. Il y a des moyens de les gérer. Il y a des moyens de ne pas les charger. Je pense à des pilings à 6, je pense à si l'adversaire les laisse un peu trop près du perso skink qui va les buffer, avec une unité suffisamment large de front, tu vas charger le perso skink et dans le piling, tu vas leur rentrer dedans. Mais s'ils sont bien isolés, qu'ils ont pop sur un objectif ou sur autre chose, et que tu es obligé d'aller les chercher, les 13 BM stats que tu prends, ne serait-ce que psychologiquement, c'est assez affreux en fait. Parce que tu ne peux pas te dire, je vais les chercher avec une toute petite unité, et tu peux pas tellement les feinter en fait, parce que maintenant que la règle a été modifiée et qu'ils te le font à la fin de la phase de charge, tu peux pas dire, je les charge avec 5 pitous, ils me les tuent, mais c'est pas grave, la vraie unité arrive derrière. Tu charges avec 5 pitous, les 5 pitous, pouf, ils meurent, et l'unité derrière, elle se dit, bah, je fais quoi, j'y vais ou j'y vais pas? Bah, tu vas, tu reprends tes 13 mortels. Ils sont vraiment très très forts. Hein. On enchaîne ensuite avec une deuxième unité, un peu du même acabit. Très très moche, mais très très forte. Je rappelle qu'on est page 89. Donc en fait, si vous voulez vous introduisez dans les boutiques l'ennemi, vous retirez cette page et comme ça, vous pourrez jouer contre des séraphons en prenant un minimum de plaisir. Ouais, vous avez bien nerfé le BT juste en voir cette page-là. On va parler donc des Salamander Hunting Pack. Pour le coup, ils sont jouables de 4 à 12 pour 80 points les 4, donc 240 points. les 12. Alors ce qu'il faut voir, c'est quand on dit 4, c'est une salamandre et 3 skinks. C'est pas 4 salamandres. Hein. Au niveau de leur profil, ils vont bouger tous de 8, avoir 1 point de vie pour les skinks, 3 points de vie pour le salamandre, une bravoure à 5 et une sauvegarde à 4. La salamandre est équipée d'un flot de feu, qui est une arme qui tire à 12 pouces, qui va faire 4 tirs en 3+3+, réellement 2, dégâts D3. Et au corps à corps, elle est équipée d'une mâchoire brûlante qui va faire 3 attaques à 1 pouce en 3+3+, réellement 2 dégâts D3. C'est bien parce qu'il n'y a pas tellement à réfléchir, c'est-à-dire que c'est quasiment la même stat. Il y en a qui a un tir de plus, mais à la limite, tu réfléchis pas, tu sais que c'est 3 à 3, moins 2 D3. Et surtout, la petite tuque, ça brûle qui est en gros de se dire que quand on fait un 6 pour toucher, alors on fait D3 blessures mortelles à la place des blessures normales. Oui. Ah, c'est une micro-chouille en dessous du flammeur. Mais une micro-chouille. Attends, excuse-moi, faut projeter un petit peu ça sur la table. C'est-à-dire qu'en gros, pour 240 points, on va en avoir 3, plus 9 PV de skink. Et donc, en gros, on va faire 12 tirs à 12 pouces quand on bouge de 8, qu'on a vu qu'avec le copain, on peut advance ses charges ou advance ses tirés. Donc, on va faire 12 tirs en 3+3+, raid moins 2 dégâts D3. Sur du 6 et sur 12, on en fera mathématiquement 2, donc 4 BM en tout. Ouais. Qu'on peut facilement leur mettre plus 1 pour toucher. Qu'on peut facilement leur faire reroll D1 parce qu'on va utiliser de toute manière on va générer tellement de points de commandement dans l'armée que c'est pas compliqué d'en utiliser un là-dessus, qui sont pratiquement aussi forts au tir qu'au corps à corps. Et t'as dit, ils bougent de 8, mais dans la bonne sous-allégeance, ils bougent de 11, ils tirent à 12, ils courent et ils chargent, donc ils ont quand même une portée effective avec la zone de déploiement de jusqu'à 41 pouces, qui va quand même très loin en profondeur dans une table, pour une unité, la pauvre unité qui est piétonne, parce que l'autre unité, elle va se faire téléporter. En fait, on peut facilement mettre 2 unités de salamandre à portée de tir dès le tour 1,
plus la petite unité de Skink Caméléon qu'on a vu juste avant qui partage la même page, qui elle va se taper toute seule dans son décor, et balancer une trentaine de blessures mortelles ou de blessures à Rennes -2, tranquillement sur la tête de l'adversaire, qui une fois qu'il va arriver au corps à corps, va voir les caméléons s'enfuir et les salamandres lui péter la gueule, parce qu'elles font très mal au corps à corps. Donc évidemment, tu mets une grosse unité de corps à corps dessus, tu vas les tuer. Et même au tir, ils sont compliqués à gérer parce que tu as les PV tampons des skinks. Qui peuvent avoir -1 pour être touché, qui peuvent avoir +1 en sauvegarde contre le tir, +1 en sauvegarde tout court dans un coup. Eux aussi peuvent monter à save à 2 contre le tir. Cette unité est très très forte. Donc très légèrement en termes de violence pure en dessous du flammeur, qui est imbattable à ce niveau-là. Mais les règles spéciales de Tinge qui entourent le flammeur sont limite pas meilleures que les règles spéciales des Séraphons et toutes les synergies qu'on peut en mettre. C'est une bombe cette unité. Le problème c'est que la figurine est immonde, donc on la convertira. On enchaîne ensuite sur la Razordon qui, lui, pour le même coup en point qu'avant, et d'ailleurs pour le même coup en point que ceux qu'on vient de voir, n'a pas vu sa létalité multipliée par 4. Non. Cette review est complètement objective. Non, plus, en fait, malheureusement, elle l'est sur l'échelle de puissance du reste des armées. C'est pour ça qu'on appuie un petit peu dessus. Il y a énormément d'entrées dans ce Battletome. La plupart sont très équilibrées. Il y a 3 trucs qui crèvent le plafond, c'est Croak et les 2 unités de la fameuse page 89. C'est bon, on vient de sortir de l'enfer, on va rentrer dans des unités très équilibrées. Yes, donc le Razordon Hunting Pack, pareil, jouable par 4 à 12, c'est la même chose, c'est des Hunting Packs, sous-entendu à chaque fois, on a 4 figurines pour 80 points. Un Razordon et 3 skinks. Pareil, le Razordon, il a 3 PV, comme tout à l'heure. Là, par contre, en gros, on va pouvoir faire une volée de pointe, puisqu'à 18 pouces, on va faire 2 D6 tirs qui touchent à 3, blesse à 4, sans reine, dégâts 1. Il a la faculté, quand on le charge, de pouvoir tirer en contre-charge, mais seulement avec 1 D6 et pas 2 D6. Et au corps à corps, il va faire 3 attaques en 3+3+, reine -2, dégâts flat. 2. À savoir qu'on peut augmenter la capacité de sa pénétration d'armure au tir si l'unité ciblée est à moins de 6 pouces. Franchement, alors c'est très aléatoire. Parce que vous allez jeter 6 des 6, donc la variance absolue quand même si vous avez jusqu'à 3 Razordons, mais ça vaut son coup en point. Voilà, ça a des tirs de contre-charge, donc ça peut quand même bien cueillir la masse. Contre de l'armuré, ça a un peu plus de masse, que votre adversaire va en général essayer de vous charger en dehors de la range -1 pour pas se manger les tirs de contre-charge à range -1. Mais franchement, c'est une bonne équilibrée qui a une bonne portée de 18 pouces, donc qui pareil peut se mettre en action dès le tour 1, quel TP ou pas, et qui a un volume de tir qui est correct. Elle va faire, chaque Razordon pour 80 points, va faire ses 5-6 blessures sans sauvegarde. On est quand même loin des mecs du dessus. Avant, le Razordon était quand même bien meilleur que la Salamandre. Là, il est en dessous, mais il est équilibré. Et que c'est un skink, donc il est synergisable avec le +1 pour toucher, avec la course et charge, avec le -1 de sauvegarde sur les adversaires, etc. C'est une bonne unité très correcte. On enchaîne ensuite avec les Croxigor. Eux, malheureusement, n'ont pas le mot-clé Saurus, n'ont pas le mot-clé Skink, donc déjà on comprend qu'en termes de synergie, ça va être plus compliqué. Ils vont être jouables de 3 à 12 par tranche de 140 points, les 3 figurines. Ici, ça bouge de 8, ça a 4 points de vie par tête de pipe, une sauvegarde à 4 et une bravoure à 7. Ils ont à chacun 4 attaques en 4+, 3+, raid -1, dégâts flat 2. Et la seule synergie qu'ils ont est que si jamais ils sont à 6 pouces d'une unité de skink, alors ils vont avoir +1 pour toucher, donc tous seront sur du 3. Une figurine sur 3 peut être équipée d'un marteau lunaire qui va faire un nombre d'attaques équivalent au nombre de figurines à 2 pouces ou moins de lui, qui fera 4+, 3+, raid -1, dégâts 2, donc exactement la même chose. Est-ce que c'est plus rentable de faire 4 attaques ou avoir plus de 4 figurines à 2 pouces? Moi, je préfère les 4 On est attaques, d'accord ? c'est plus stable. Malheureusement, ça reste assez cher parce que par 3, ça fait 12 PF sauvegarde à 4 pour 140 points. Qu'est-ce que t'en penses ? Même si en cristallisé, ils vont subir indignement. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 2 choses qui nous déçoivent jamais dans les Battletomes, c'est les unités issues de Shadespire et l'infanterie monstrueuse. Donc là, on n'a pas d'unité Shadespire à mon grand dame. Par contre, on a une infanterie monstrueuse. Encore une fois, AOS n'est pas un jeu malheureusement fait pour les infanteries monstrueuses. Les ogres s'en sortent parce que toutes les règles de l'armée sont basées autour d'eux. Eux, ils ont rien. Ils comptent pour un modèle. Ils ont aucun des bons mots-clés, donc tu peux pas les synergiser. Tu peux utiliser des CP génériques pour leur faire relancer les 1. Ils sont à portée de skin qui vont être à 3, relance les 1. Mais en fait, leur coup en point, leur mobilité qui est moyenne, leur tanking qui est moyen, même en cristallisé, fait que, en fait, ils sont mal positionnés. Ils compteraient pour 3 figurines sur la prise d'objectif, on pourrait en faire quelque chose. Ils auraient un meilleur mouvement, une règle de prise de flanc, ils pourraient devenir une unité de chasse. Là, en fait, le problème, c'est que pour 140 points, toutes les entrées du Battletome, et principalement les unités de volant qu'on va voir juste derrière, sont nettement meilleures que eux. Et eux ne peuvent bénéficier d'aucune synergie parce qu'ils n'ont pas les bons mots-clés. Donc encore une fois, l'infanterie monstrueuse a vraiment du mal à AOS. Yes, on va enchaîner avec un des premiers monstres qu'on va voir maintenant, c'est le Bastiladon, figurine assez iconique et emblématique justement de ce Battletome. Il coûte 220 points, il bouge de 5, 10 points de vie, bravoure à 6, une sauvegarde qui dépend justement de son profil dégressif, puisque en gros, quand ils ont subi 0 à 2 PV, ils ont une sauvegarde d'armure de 1+, au niveau justement de leur Comme tir. qui dirait, ça tank. Ah, ça tank putain de sale, hein. Il mérite un t-shirt.
Ensuite, eux, au niveau de leurs armes de projectiles, ils vont faire, quand ils sont à plein potentiel, 9 tirs en 4+, 3+, raid -1, dégâts flat 2. Ils vont aussi avoir tous les petits mecs qu'il y a dessus avec les javelines qui vont faire à 8 pouces, 4 tirs en 5+, 4+, sans raid, dégâts 1. Ensuite, au corps à corps, s'il n'a pas choisi justement la machine solaire, il va pouvoir faire, quand il a plein potentiel, 18 attaques qui touchent sur du 4, qui blessent à 6, qui sont dégâts 1. Et il a une petite aptitude de flot de serpent, en gros, qui fait que quand il inflige une touche non modifiée de 6, il fera une BM en plus des dégâts subis. Très tanky, assez efficace au tir. Qu'est-ce que ça vaut pour 220 points? C'est très correct. C'est vraiment très correct. En fait, avant, il y avait un vrai débat entre l'arche de Sotek ou le canon laser qu'ils avaient sur le dos. Aujourd'hui, il n'y en a plus. L'arche de Sotek a pris un énorme nerf. Parce que 18 attaques, même si tu génères une BM sur du 6, tu vas en faire en stade que 3. Et le reste de tes attaques blesse à 6. Donc, tu as quand même une létalité qui est très faible. À côté de ça, le canon laser, qui avant faisait 2d6 tirs, aujourd'hui en fait 9. C'est quand même une bonne moyenne, 9 sur 2d6. A toujours le bonus de faire dégâts 3 contre les démons, donc les armées de Tinch, je l'aime vraiment pas celui-là. C'est un skink, donc il a toutes les synergies de la Terre qu'on peut connaître avec les skinks, et il a la sous-allégeance lézard tonnerre qui lui permet de tirer 2 fois. Il faut voir qu'un Bastiladon, qui a quand même 1+ de save, qui peut passer à 0+ si le Star Priest s'occupe de lui. Alors lui c'est un monstre qui bénéficie pas des effets du couvert, mais il peut quand même passer à 0+ de sauvegarde, c'est quand même assez sympa, ça tank plutôt bien. Il peut te mettre 18 tirs, à 4+, qui peuvent passer à 3+, relance les 1, 3+ pour blesser avec de l'arène, dégâts 2 flat ou dégâts 3. Et tu peux en jouer 2, ça fait quand même vraiment super mal au tir. C'est un très bon monstre pour son coup en points. La seule problématique de ce monstre-là, c'est qu'à 220 points, il est en comparaison avec 3 Hunting Pack de Salamandre, et en stade pur, il perd cette comparaison-là. Maintenant, il apporte énormément de tanking, et dans la sous-allégeance des lézards tonnerres, t'as quand même vraiment envie d'en jouer 2 avec ses petites postes égadons autour, et de le faire tirer 2 fois où il est vraiment très bon. On enchaîne ensuite avec quelque chose d'assez sympathique. On va parler des Terradons et des Reapers dactyles. Pour le coup, c'était une unité qui, historiquement, était un petit peu crainte, puisque grâce au bataillon Shadow, ça leur permettait d'arriver à 3 pouces de l'ennemi quand ils arrivaient et de faire très mal, en tout cas pour les Reapers dactyles. Là, c'est assez intéressant puisqu'on va voir que quelle que soit l'option du kit qu'on va assembler, soit en Terradon, soit en Reaper dactyle, on a aussi la création de 2 nouveaux War Scrolls qui sont des petits personnages qui vont permettre de synergiser le tout. Donc pour le coup, c'est assez sympa. On va être capable de les ultra rentabiliser avec des petites synergies que leurs personnages apportent, mais c'est plutôt cohérent en coup en point et ça fait plaisir par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Au niveau des Terradon Riders, ils vont être jouables de 3 à 12 pour 90 points. Ils peuvent être escortés d'un Terradon Chief qui lui vaut 70 points. Au niveau des Terradon Riders, donc ça bouge de 16, ça a 3 points de vie par tête de pipe, ça a une bravoure à 5, une sauvegarde à 6. Au tir, c'est équipable de 2 façons. La première, c'est un petit javelot qui va faire 2 tirs à 12 pouces en 4+, 3+, sans rien, dégâts 1. Ou alors le bolas qui, à 6 pouces, va faire des 6 tirs qui touchent ceux du 4, blessent à 3 et font un dégât. Ils vont bien évidemment avoir le vol et ils vont surtout avoir comme aptitude la cargaison fatale qui fait qu'une fois par bataille, ils vont pouvoir survoler une unité et que pour chaque figurine de l'unité ayant survolé un ennemi, il va pouvoir jeter un dé et sur un 4+, faire des 3 blessures mortelles. Si on les joue par 12, on va donc être à 360 points et quand on va survoler, et bien statistiquement, on va faire... Donc 12 mortels en stats quand vous les jouez à effectif maximum. Après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut rajouter le personnage qui vaut 70 points, qui a un châssis correct, mais sans plus, pour un personnage à 70 points, mais qui permet de passer le G2 4+, en 2+, et qui permet au pack à effectif maximal, au lieu de mettre 12 mortels, d'en mettre 20. Donc je pense que ça vaut le coup d'investir 70 points de plus, pour un petit personnage qui, après, par ailleurs, peut devenir une unité de chasse qui est très correcte, d'aller chercher ces 8 mortels en plus. Encore une fois, c'est une fois par partie, pour un combo total qui vaut un peu plus de 400 points. 430 points, ouais. Voilà. Et qui, du coup, est très cohérent par rapport à sa létalité et son coup en point. À noter aussi que moi, j'aime bien les équiper de bolas, parce qu'en fait, le D6 tir, même s'il est très aléatoire, permet, avec l'aptitude qui permet sur un 6 de faire des blessures mortelles, de rajouter un peu de blessures mortelles et d'avoir un côté un peu explosif si on fait des bons D6 à ce moment-là. Comme je disais tout à l'heure, le kit permet aussi justement de monter des Reapers dactyles. C'est une unité qui était très forte, qui a vu son coup en point grandement diminuer, puisque maintenant on va toujours pouvoir les jouer de 3 à 12, mais ils ne valent que 80 les 3. Ça a 3 points de vie, au lieu de bouger de 16, ça bougera à 12, bravoure à 5 et une sauvegarde à 5 aussi. Au corps à corps, ça fait une attaque de lance-pierre à 8, on s'en fout, mais c'est surtout que leurs mâchoires vont faire 3 attaques en 4+, 3+, 120 de dégâts 1, un 6 pour toucher, fait 2 touches au lieu d'une, et qu'on se souvient qu'avec la bonne sous-allégeance, toutes les figurines qui ont des mâchoires gagnent plus une attaque. Pareil, à côté, ils ont un petit chef. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette unité? L'aptitude du crapaud qui a un petit peu changé aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Globalement, quand on a vu le War Scroll sortir, on s'est dit qu'ils avaient tué les Reapers dactyles. Et en fait, quand on réfléchit entre la baisse de points et toutes les synergies qu'on peut leur mettre, il reste toujours très correct. Parce qu'on passe à 3 attaques de morsure de base. En cristallisé, tu passes à 4. Avec le chef, tu passes à 5. Donc quand on met bout à bout toutes ces synergies, on passe quand même à 5 attaques.
relançable, sachant que les 6 font 2 touches. On va facilement arriver à 5-6 touches par Reaper d'actif, sachant qu'on en a quand même 3 pour 80 points. Qu'on peut faire des blessures mortelles sur des 6, encore une fois, cette synergie est vraiment très importante. Ce qui fait que l'unité mis bout à bout, quand on fait des statistiques, a une létalité certes moindre qu'avant, où ils te mettaient à peu près 60 blessures en arrivant à 3 pouces de toi et en ne pouvant pas rater leur charge. Là, ils sont plus raisonnables dans leur létalité, beaucoup plus raisonnables dans leur coup en point. C'est une très très bonne unité de chasse en prix par 3, ou c'est une grosse unité de marteau, quand tu les prends par effectif maximum avec le chef et les synergies autour, j'aime vraiment beaucoup cette unité qui est loin d'être morte. On termine les Rois Scrolls avec 2 entrées. Le premier, c'est le Stégadon, et le deuxième, c'est l'Engine of the God, mais qui lui aussi a le mot-clé Stégadon. Ça va nous permettre de s'arrêter un petit peu sur leur profil, et derrière de faire la différence entre les deux, voire entre les trois. Déjà, le Stégadon de base, il est à 240 points. On va aussi avoir le choix de mettre un petit chief, donc un petit personnage à l'intérieur pour 30 points, donc le passant à 270 points. Au niveau de son profil, quand il est full PV, il va en avoir 10, une sauvegarde à 4, mais il a la peau épaisse qui lui permet de passer sa peau à 3. Ensuite, une bravoure à 5 et de bouger quand il a plein potentiel à 8. On va avoir le choix au tir d'avoir un lance-feu solaire ou un arc-sillon céleste. En gros, à 24 pouces, il va faire 3 tirs en 3+, Ren-1, dégâts flat 3. Ou alors, de faire un nombre de tirs équivalent au nombre de figurines qui sont à 8 pouces, de jeter un dé et sur un 5+, de faire tout simplement une blessure mortelle. Au corps à corps, il va faire pas mal de saturation, que ce soit avec les BM des synergies dont on n'arrête pas de parler, ou alors tout simplement avec son stomp, avec ses petits pieds, il va pouvoir pas mal taper. Après, il va surtout avoir beaucoup d'aptitudes, puisque notamment les skinks à 18 pouces vont pouvoir relancer leur jet de déroute. En autre aptitude, il va avoir la rue implacable, qu'il va partager justement avec son châssis et donc avec la machine des dieux, puisqu'on va pouvoir jeter un dé à chaque ennemi qui est à 1 pouce ou moins de cette figurine quand elle finit un mouvement de charge, et sur 3+, faire des 3 blessures mortelles. La différence avec le petit chef, donc de 240 à 270 points, c'est le fait de débloquer l'aptitude frappe coordonnée. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Dans ce cas, choisissez une unité skin ami entièrement à 24 pouces ou moins de ce héros Stégadon jusqu'à la fin de la phase. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée, heureusement, des skinks amis. Alors, pas mal de choses à dire sur Stégadon, qui, comme tu l'as dit, est une unité emblématique des Séraphons. Alors, principalement à jouer, évidemment, les Artonnaires, où ils bénéficieront quand même des plus 2 points de vie. À noter qu'ils ont quand même une sauvegarde à 4, que dès qu'ils affrontent plus de 5 figurines, ils passent en sauvegarde à 3, que s'il est héros et donc customisable, il peut assez facilement aller chercher une sauvegarde à 2, voire à 1+, avec le sort qui rajoute plus 1 en save. Donc, même le Stégadon classique, avec ce sort-là, passe à save à 3 ou à save à 2, donc ça en fait quand même un châssis qui est très correct. Il rentre directement en comparaison avec le Bastiladon parce qu'à peu près le même coup en point. 2 optiques réellement. Donc soit les lance-flammes pour faire une très bonne gestion de horde renforcée par les sorts. On commence à avoir 3 moyens de gérer des hordes sur du 5+, sachant que ça aussi ça peut tirer 2 fois. Ou alors du sniping anti-héros à damage 3 flat qui peut encore une fois tirer 2 fois. Il y a vraiment 2 optiques. En les Artonnaires, c'est des lignes. Sauf si on le joue en héros, où il redevient Behemoth, donc il vous prend un peu plus de slots. Pour 30 points, le passer en héros, ça va vraiment dépendre de votre budget, du nombre de héros que vous avez déjà. Sachant que tous les petits personnages kink vous prendre des slots de héros et que vous en avez entre guillemets que 6, il reste très correct en soi, en lui-même. Forcément, si vous voulez jouer des Stégadons, ils seront bien meilleurs en les Artonnaires. Ça reste des skinks, donc ils ont le tag skink, donc toutes les synergies dont on a déjà parlé, qu'on va pas redévelopper ici, fonctionnent. Franchement, pour son coup en point, il est très bien. Peut-être un tout petit peu en dessous du Bastiladon, mais avec des bonnes synergies, on peut en faire un monstre avec save à 2, 12 points de vie, qui peut bien moissonner de la horde ou bien sniper du perso. Bonne surprise cette entrée. On va le mettre en comparaison avec la machine des dieux. Elle a 2 points de vie de plus. Elle coûte 260 points, donc 20 points de plus que si on met pas le personnage et 10 points de moins que si on met le personnage. Là, par contre, on va être un petit peu différent puisqu'on n'a pas d'arme de tir, mais on va avoir comme aptitude la machine cosmique. Au début de votre phase de tir, vous pouvez faire un jet de machine cosmique pour une figurine ayant cette aptitude. Pour ce faire, jetez 2d6 et consultez le tableau ci-contre. Si jamais on a un slan, alors on jettera 3d6. De 2 à 3, bah rien. T'as fait la mauvaise note, tu prends des 3 blessures mortelles dans la tronche. De 4 à 8, guérissez des 3 blessures allouées à chaque unité Séraphon ami entièrement à 12 pouces ou moins. De 9 à 12, en gros, soit on va pouvoir jeter un dé pour une unité à 24 pouces, soit jeter autant de dés que d'unités à 12 pouces ou moins, et sur chaque 2+, ça sera des 3 blessures mortelles. Ensuite, de 13 à 17, on va pouvoir placer une unité de Disorus Warrior entièrement à 12 pouces ou moins d'elle à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Et enfin, le jour où tu feras 18, parce que ça n'arrivera qu'une seule fois dans une vie. À toi, peut-être plus. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités Séraphon amis entièrement à 24 pouces ou moins de cette figurine et doubler la caractéristique d'attaque des armes utilisées par les unités Séraphon amis tant qu'elles sont à 24 pouces ou moins de ce modèle. Donc concrètement, vous faites 18, vous gagnez la game, parce qu'au corps à corps, ce serait déjà très fort, mais alors doubler les tirs des salamandres, des caméléons, de tout ce qu'on a vu, c'est quand même vraiment super fort. À jouer principalement les Artonnaires.
à jouer obligatoirement avec un Slann à côté pour pouvoir jeter 3d6, donc avoir une moyenne de 10,5 et aller chercher la source de génération de BM. Si en plus le Slann c'est Croak, vous avez quand même Croak qui génère beaucoup de BM, plus ça qui va générer à nouveau des BM à 12 ou des BM plus ciblés à 24. Sachant qu'en lézard tonnerre, on peut le faire 2 fois, franchement, pourquoi pas? C'est un budget quand même, 260 points, mais mine de rien, si on le rentabilise dans la bonne sous-allégeance et avec le Slann à côté, sachant qu'encore une fois, c'est un skink qui a pas mal de bonus à côté, sur un châssis correct que lui a 12 points de vie, donc 14 en lézard tonnerre, c'est une vraie bonne entrée. Elle est plus complètement what the fuck comme elle pouvait l'être avant, où tu pouvais invoquer des tonnes de trucs, tu pouvais jeter plusieurs dés en fonction du Slann que t'avais. Ça a jamais été tranché d'ailleurs comme débat. Si t'as 2 Slann, est-ce que tu jettes 5 dés, est-ce que t'en jettes 4, t'en gardes que 3? Là, c'est très clair, c'est 2 dés. Si t'as un Slann, c'en est 3. Donc tu prends forcément un Slann. Le 18 magique, il tombe, t'as gagné la partie, t'es content. Mais sinon, même en dehors de ça, entre l'invocation de 10 Saurus, notez que t'invoques plus de Skink ou de Reaper, t'invoques 10 guerriers Saurus, ou les BM que ça génère statistiquement sur la variance des 3d6, franchement, c'est très correct. On a fait le tour de l'ensemble des War Scrolls, ainsi que des règles d'allégeance. Il nous reste à voir les sorts persistants, mais ceux-ci sont les mêmes, sauf que on a parlé de leur petite particularité qui est que seulement le joueur Séraphon pourra les bouger. Au niveau des bataillons, il y en a 8, ils vont de 130 à 200 points. Ceux-ci ne sont pas transcendants. Le petit défaut de ces bataillons-là, c'est que, comme tu disais, le bataillon va t'apporter un artefact. Il y a quand même rien de transcendant que tu as vraiment envie d'aller chercher. Ils vont t'apporter un CP, mais on a vu que tu n'en avais pas besoin parce que tu en génères suffisamment avec tes héros qui vont être dans ta liste d'armée. Donc au final, payer 140 points pour diminuer un peu tes pauses, sachant que tu ne peux pas avoir des formations où tu peux mettre toute ton armée à l'intérieur. Et 140 points, c'est le prix de tous les très très bons personnages Skink ou Saurus qu'on a vus. Donc, Ou de 2. Ou de 2, pour les tout petits qui sont à 70. Donc tu n'iras pas forcément chercher un bataillon honnêtement. Après, les bataillons renforcent les listes à thème, parce que tu as le bataillon avec un héros et 3 gros monstres, tu as le bataillon avec le perso Saurus et les 3 Saurus, le perso Saurus monté et les 3 régiments de Saurus. T'as plus la Shadow Strike, t'as plus des trucs qui disent un peu ta gueule les règles comme c'était le cas avant. Donc ça permettrait, pour un budget qui est quand même assez conséquent, de diminuer le nombre de pauses. Je pense pas que ce soit le gros point fort de ce BT-là, les bataillons. Ils permettent d'orienter des armées à thème, mais les hosts qui sont gratuits le font déjà très très bien. Donc, entre guillemets, petite déception là-dessus, mais c'est bien aussi qu'ils aient pas un bataillon beaucoup trop fort à une pause ou à 2 pauses qui aurait rendu l'armée très très bonne. Et donc ça se traduit par quoi sur table? Aujourd'hui, dans une liste type à 2000 points, même dépendamment des orientations sous-entendues moyennes avec les unités qui nous plaisent, ou alors tout simplement avec les gros packs qui balancent 30 BM, tu te retrouves à combien de pauses? Et donc, est-ce que le Séraphon va commencer ou avoir le choix de commencer ou pas? Et surtout, est-ce que ça va l'impacter? Alors je pense pas qu'ils vont avoir le choix de commencer quand on voit qu'on a quand même au minimum 3-4 personnages très importants à mettre, quelle que soit l'optique de sa liste. Que ce soit du Slann avec les personnages King qui vont autour, ou que ce soit du Saurus avec les totems, etc. On va minimum être à 4 personnages, je pense même on va assez souvent monter à 6. Plus les unités qu'on va avoir besoin à côté, que ce soit les gros régiments de Saurus, les gros monstres, etc. À mon avis, les gardes du corps, effectivement, à mon avis, on va être entre 6 pour les builds vraiment très élitistes optimisés à plus de 10 pauses. Donc en fait, ils vont rarement avoir le choix du premier tour. Après, est-ce que ça va les impacter? Pas forcément. Encore une fois, ça va dépendre de la sous-allégeance. En stellaire, on peut très bien imaginer qu'en Krotsotek, par exemple, avec les 3 pouces de mouvement supplémentaires qu'on va avoir, la téléportation d'unités, les caméléons qui peuvent pop n'importe où sur la table et leur bon mouvement de 8 pour la plupart de ces unités, voire de 16 par exemple pour les Terradons, on va pouvoir être très reculé, cacher ces persos pour avoir un gros impact et jaillir assez vite. Les unités de Saurus, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus armurées, etc., qui vont essayer de prendre les points, vont peut-être essayer de réduire leur pause parce que eux vont plus être impactés par le premier tour, parce qu'ils vont avoir besoin de prendre la table. Mais grosso modo, c'est pas des armées que je vois souvent avoir le choix du terrain. D'accord. Mais finalement, ils ne sont pas nécessairement impactés par ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, on va laisser le choix du terrain à son adversaire pour tenter d'avoir un double tour. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a été assez dur avec ce BT, mais c'était aussi ce qu'on a dit justement sur le fait d'avoir plusieurs lectures et donc plusieurs écoutes sur ce genre d'analyse, c'est qu'on est obligé aussi de pousser les BT dans leur retranchement pour comprendre l'échelle de puissance et ce qu'il est possible de faire parfois stupidement avec du spam. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'on va dire que les trucs en général à spam ou trop tanky ou ainsi de suite sont sujets au double tour. Et là, on se rend compte qu'avec des mécanismes de BM et de contre-charge, c'est même pas les plus impactés par un double tour finalement. Qu'est-ce que tu penses de ce positionnement? Encore une fois, tu as raison. Ce qui est très intéressant dans ce Battle Tome, c'est que n'importe quelle unité correcte plus, avec toutes les synergies que tu peux lui mettre, va devenir très bonne. Mais les synergies, ça a un coût. Ça a un coût en ressources avec les points de commandement, ça a un coût investi dans les personnages, etc. Le problème de ce type de Battle Tome là, c'est quand tu as des unités un peu crackers, comme le sont les salamandres ou les caméléons qui ont un ratio efficacité coût en points qui est quand même trop bon, quand tu leur rajoutes en plus les synergies, elles deviennent très fortes. Et le problème vient même pas forcément des War Scrolls, le problème vient des sous-allégeances, notamment Sotek, avec le quand même plus 3 move et le tir de contre-charge automatique, je te parle même pas du 4+, ça fait que les unités qui étaient déjà un peu au-dessus, synergisées, deviennent encore un peu au-dessus. Quand tu penses à cette intelligence-là, elles sont encore un peu au-dessus, et malheureusement, elles éclipsent un peu le reste. Donc quand tu pousses
l'optique compétitive au maximum, basée sur les salamandres, basée sur les pteradons, basée sur les reapers, basée sur les caméléons. Tu vas te retrouver avec des unités qui vont faire plus de létalité à la blessure mortelle que leur valeur en coup en point. Tout le reste est parfaitement équilibré, parfaitement jouable. Donc encore une fois, il y a plein d'optiques. Il y a le tournoyeur vraiment très vil qui va jouer 3 packs de salamandres ou 4 packs de caméléons. Et à côté de ça, vous pouvez sortir votre collection de gros dinos, jouer vos armées avec 2 bastiladons, votre machine des dieux, vos 4 stégados, qui va être très correct sans écraser votre adversaire, ou vos grosses cohortes de Saurus. Bah écoute, en tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette lecture et analyse du Battle Tome Seraphon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dedans, à la commenter gentiment contre les petits lézards et ces petits dinos. Et nous, on vous dit À plus les Wargamers.